on pense à travers son corps. Notre sommeil va impacter notre manière de nous sentir. Ce qu'on mange va impacter notre flore intestinale, notre microbiote. Aller travailler sur l'alimentation, c'est aussi aller travailler sur le psychisme. C'est pas facile de prendre des bonnes habitudes, de lâcher une mauvaise habitude, de prendre soin de soi. Parce que notre culture, elle est tellement pas faite pour ça. On a tellement de sollicitations à mal manger que d'abord, il y aurait cette question-là à se dire, est-ce que c'est pas l'individu qu'on doit culpabiliser, c'est peut-être assainir des messages de société. Chaque patient doit avoir au moins un peu d'espoir. Le soin vise à aller mieux et il faut pouvoir savoir que c'est possible, être sûr qu'on peut y arriver et plus ce truc-là pèse lourd, je crois plus il y a de chances d'aller mieux, donc créer de l'espoir avec le patient. Entre le pessimiste et l'optimiste, les deux font un pari sur le futur. Le pessimiste va plutôt avoir tendance à pas chercher de solution. L'optimiste, lui, va peut-être surfer sur cet optimisme pour aller chercher d'autres manières de faire, de prendre soin. Bienvenue au coin du feu. Bienvenue au coin du feu. Quel feu? Eh ben, celui-là. Ce feu. Et on a une invitée aujourd'hui. On a commencé à ouvrir au coin du feu et à être 4 au coin du feu. Et aujourd'hui, on est avec Laurence Rambaud, qui est médecin psychiatre spécialisée en oncologie, mais qui est aussi plein d'autres choses. On va découvrir un peu ton univers en discutant tous ensemble. Puisque tu as intégré l'hypnose dans ton travail, tu es aussi prof de yoga, tu t'intéresses à énormément de choses, aussi à ce qu'on appelle la médecine intégrative, on en parlera peut-être un petit peu. Tu t'intéresses à accompagner des gens vers une transformation de vie dans plein de moments difficiles, y compris quand ils ont un cancer, quand ils vivent des moments comme ça qui sont très complexes. Et on a eu envie de partager une discussion avec toi. Bah oui, merci. Merci, du coup je suis très heureuse là, de partager ce petit moment au coin du feu avec vous. Et oui, effectivement, peut-être pour continuer un peu la présentation, c'est vrai que je travaille comme psychiatre en oncologie et que forcément ce terrain de pratique me pousse à aller dans des questions un peu existentielles. La question souvent la maladie. L'arrivée de la maladie, c'est aussi un catalyseur de plein de questions, en fait. C'est souvent un moment où la personne est confrontée à une question qui est la question de la mort, parce que dans l'imaginaire collectif, cancer, c'est vraiment un mot qui est relié à la question de la mort. Et du coup, aller remettre ces questions-là au centre, cette question de la mortalité, c'est aussi une manière d'aller... ouvrir plein de questions sur à quoi ça sert, c'est quoi le sens de cette vie. C'est souvent une question qui vient quand vient la question des traitements aussi, parce que les traitements en oncologie, c'est des traitements qui sont souvent compliqués, qui font énormément souffrir parfois. Donc c'est pourquoi est-ce que je vais m'infliger ça? Donc c'est aussi qu'est-ce qui me raccroche à la vie en fait. Et puis la question des priorités de vie, la question de... Oui, en fait, on touche vite à des questions très existentielles. Tu réponds peut-être déjà un peu à cette question, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de pratiquer dans un contexte qui semble extrêmement difficile, pour le coup, parce que c'est côtoyer des personnes qui sont entre la vie et la mort parfois. Je sais que tu travailles aussi avec des enfants, des adolescents qui sont atteints de ces maladies-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette vocation d'aller accompagner des personnes dans un endroit aussi complexe et qui touche autant à des questions existentielles? Alors, c'est pas une question simple, parce que je pense que la vocation, disons que je pourrais post-rationaliser l'histoire, en fait, en me disant je suis arrivée là parce que c'était un thème qui m'attirait. Je pense que c'est aussi une question de hasard et de rencontre. C'était mon premier... En fait, j'ai commencé mon internat de psychiatrie dans le service dans lequel je travaille aujourd'hui. Et donc, c'était ma première rencontre avec la psy. Et en fait, j'ai tout de suite eu une espèce de... Il y a plein de choses qui m'ont semblé évidentes dans cette pratique. Aussi l'idée que
le psychiatre avait vraiment sa place dans une collaboration avec... Il y avait vraiment un lien entre psychisme et physique. Dans le monde de l'oncologie, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus présent, parce que tu ne peux pas juste traiter une maladie sans prendre en compte tout le contexte dans lequel s'inscrit la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai toujours été un peu attristée par l'espèce de séparation corps-esprit qu'on peut avoir quand on est dans des études de médecine, où on passe pendant 6 ans, donc c'est 6 années de tronc commun, où on étudie beaucoup le fonctionnement du corps humain. Et puis, dans ces 6 ans, il y a un petit module de psy, où là, on vient donner quelques idées des grandes lignes sur ce qu'on comprend, sur la manière dont on se représente aujourd'hui les fonctionnements psychiques, qui est encore un grand terrain d'exploration. D'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu dans la psy, c'est qu'on est dans une discipline qui se cherche encore, et donc c'est tout un terrain d'exploration qui est magnifique. Et du coup, là, dans l'oncopsychiatrie, j'ai vraiment trouvé une espèce d'endroit où je pouvais, en tout cas, arrêter d'être dans cette scission corps-esprit, et où les deux venaient se rencontrer, et où les deux venaient travailler ensemble. Et puis, alors, là, c'était le début de mon histoire avec la psychiatrie. Après, je suis allée dans des services de psychiatrie plus classiques pour revenir finalement à la psycho-oncologie. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu sacré qui se passe dans ces espaces d'entretien où, quand le patient rentre dans le cabinet du psy, il se passe un truc, en fait. C'est comme si là, il était autorisé à être l'humain dans toute la complexité de ce qu'il est, quoi. Plus être juste un malade ou une pathologie, mais à exister dans toutes ses facettes. Et il y a quelque chose que je trouve très beau aussi de pouvoir offrir ça. Mais ça, c'est quelque chose que je me raconte maintenant aujourd'hui. Après, je pense que c'est aussi des choses qui se sont ressenties. C'est aussi... c'est compliqué de dire pourquoi, en fait, on fait le métier qu'on fait. C'est aussi des hasards et des rencontres, ouais. Et comment tu le vis, toi, du coup, dans cet accompagnement? J'imagine que ça doit être... parfois aussi, c'est notre présence en tant qu'humain qui est sollicitée au-delà du cadre thérapeutique. Comment est-ce que tu l'abordes, toi, en tant que femme? Ça, j'en suis convaincue. D'ailleurs, ça a été un grand tournant pour moi en sortant de... En fait, quand tu es dans l'internat de psychiatrie, tu apprends comme ça un peu des grandes classifications de pathologie mentale. Et c'est normal, hein, on a besoin de venir structurer les choses pour venir appréhender le psychisme. Il y a besoin comme ça de le catégoriser. Mais en fait, une fois que tu es sur le terrain et que tu es face à ton patient, à un être humain, tu te rends compte que c'est... Peut-être que c'est une bonne grille de navigation, et encore on pourra peut-être en parler, mais que c'est bien au-delà de ça que se passe le soin, en fait. Et ça, c'est vraiment une question qui m'anime, c'est qu'est-ce qui prend soin dans le soin, et cette question de la relation, de tout ce qui se passe dans cet espace de la consultation, qui est, oui, au-delà déjà bien au-delà de la question du diagnostic, et puis qui est, comment une relation en soi, elle prend soin. Ouais. Comment est-ce qu'on apprend, du coup, si la relation peut permettre le soin, ou si la relation est soignante, à un moment donné, comment est-ce qu'on apprend ça à bien accompagner, si l'université, la fac de médecine ne le transmet pas, si ça se fait peut-être plus dans l'internat avec le compagnonnage entre les praticiens, les internes. Mais comment est-ce qu'on peut développer ces compétences? Dans ma tête, j'ai plusieurs petites pistes. J'ai celles de qualités qui sont déjà un peu innées, des personnes qui sont déjà assez sensibles. Je crois aussi que ça peut être des compétences qui peuvent se développer. Et toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que c'est inné, qui fait ça? Ouais, cette question de peut-être comment un peu des deux, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà hyper important de mettre le focus dessus. Je pense il y a une espèce alors, il y a eu une volonté de vouloir homogénéiser toutes les prises en charge dans la médecine, et du coup de venir protocoliser le soin. Le relationnel aussi? Alors, pas forcément le relationnel, c'est presque une zone aveugle de ces protocoles, en fait. Du coup, ça crée des choses où, je pense à un pneumologue, du coup, qui va se retrouver face à un patient qui vient pour une souffrance respiratoire. Très souvent, il est devant son bureau, le patient est de l'autre côté du bureau, et puis tu as l'écran d'ordinateur qui est là, en fait. Oui. Et il va peut-être très bien faire la prise en charge, c'est-à-dire... aller chercher les symptômes, regarder la prise de sang, regarder les résultats du scanner, mais peut-être qu'à aucun moment, il va aller regarder le patient.
Ouais, je me souviens que c'est quelque chose qui s'était passé à un moment. Je faisais des petites formations dans l'hôpital où je suis pour tout ce qui est question de la relation thérapeutique. Et en fait, juste en allant voir comment consulter les praticiens et en donnant des petits conseils de juste comment aller regarder la personne, comment l'appeler par son nom, ça changeait déjà Bien sûr. la relation. Donc il y a des... Ouais. Et toi, parce que ces compétences-là, est-ce qu'elles sont aujourd'hui transmises en psychiatrie ou est-ce que toi, tu as eu le besoin d'aller les chercher ailleurs ? Alors clairement, moi j'ai eu besoin d'aller les chercher ailleurs. Après, moi je me suis formée il y a 10 ans. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent en ce moment. En tout cas, c'est évident que là, il y a une crise dans la médecine et tout le monde la constate en fait. Les soignants qui s'y retrouvent plus, qui sont dans une sensation de perte de sens, une espèce de... Alors il y a aussi ce phénomène de la quantification du soin à l'acte. Et ça, c'est un effet assez pervers du truc, parce qu'en fait, à partir du moment où on vient quantifier quelque chose, une cible, on dénature tout le système autour. Ça, c'est une loi qui s'appelle la loi Goodhart, qui est assez intéressante d'ailleurs, qu'on retrouve un peu partout. À partir du moment où on quantifie une cible, on va dénaturer le système autour de cette cible. Donc, par exemple, si je quantifie le nombre de patients que je vois en une journée, du coup, le médecin qui va voir les patients va être uniquement focus sur quantité de patients que je vois et plus du tout dans toutes les compétences que peut-être il avait avant de comment j'accueille mon patient, parce que ça sera plus l'angle par lequel il est... C'est plus naturel. C'est pas ça qui est mis en avant. Et du coup, il y a un truc... Mais c'est ce qu'on retrouve aussi... on le retrouve à plein de niveaux. Je sais, pour les études à l'école, par exemple, un élève qui sait qu'il va être noté sur son résultat à l'examen, du coup, il va faire des probabilités sur c'est quoi l'endroit sur lequel je risque d'être évalué. Et du coup, il va peut-être pas du tout apprendre tout le reste de ses cours, mais juste aller sur l'endroit où il va être évalué. J'ai une expérience personnelle de ça. J'avais appris plein de mots qui faisaient bien dans les dissertations en anglais pour avoir une très bonne note en anglais au bac. J'étais nul en anglais. J'avais juste recasé toute ma liste. Oui, ça a très bien marché. Ça marche pour les CV et des mots un peu... Parce que c'est une quantification, du coup, la note, c'est ça, c'est parce que... En fait, une fois que tu sais comment l'examinateur note, il se dit, tiens, il y a une expression qui fait bien, qui fait très anglais, etc. Donc moi, j'avais ma liste à recaser. Et ça marche super bien, en fait. Tu peux avoir des très bonnes notes au bac avec ça. Je sais plus si j'avais 17 ou 18, un truc comme ça à l'écrit. Alors que je suis nul en anglais. C'est vraiment... Je crois que Brice le sait que je suis nul en anglais. Oh, très bien, Tom. On progresse tous les deux. On était en Chine il y a quelques temps et voilà. La même chose pour les CV. J'avais vu une étude qui mettait plus on met... Il y a des mots-clés, quand même, n'importe quoi, des choses qui font très américaines, bullshit job avec... transformateur d'expérience client, etc. Enfin, il y a des mots comme ça où plus tu les mets, plus ça va... Le vocabulaire LinkedIn, vous savez, qu'on va retrouver souvent, plus ça permet de faire valider des CV. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, on se permet une petite parenthèse. On aimerait vous parler de notre projet, à Kevin et à moi, Dream Machine. La Dream Machine, c'est un appareil qui permet de voyager dans les états de conscience. C'est une invention à la base qui vient d'artistes américains qui cherchaient à faire vivre des états de conscience modifiés. Et nous, on a travaillé dessus, on a essayé de la perfectionner, de l'actualiser. Et ça donne un appareil qui est une lampe stroboscopique qu'on va regarder les yeux fermés et qui nous fait voyager vraiment dans plein d'états assez fous, assez magnifiques à vivre. Et non seulement ça fait du bien, mais surtout, c'est vraiment une expérience assez transcendante. Comment fonctionne la machine ? C'est hyper simple. C'est des fréquences stroboscopiques lumineuses qui amènent le cerveau à fonctionner différemment. Les fréquences qui sont émises vont amener l'activité électrique du cerveau à changer, à se modifier temporairement pour permettre à l'utilisateur d'atteindre l'état de conscience désiré. Du coup, c'est vraiment une expérience à vivre et on vous invite au moins à la tester, à la découvrir, parce que c'est quelque chose qui est saisissant, c'est quelque chose qui est difficile à définir avec des mots. Nous, ça nous tient vraiment à cœur et comme dans ce podcast, on parle beaucoup des états de conscience, on avait envie de vous en dire quelques mots. L'idée qu'on a eue, c'est de permettre à la plupart des gens qui souhaitent explorer des fonctionnements profonds, de le faire très simplement. On s'installe confortablement chez soi. La Dream Machine est toute simple, il n'y a qu'un seul bouton à appuyer dessus. Vous avez une application avec plusieurs sessions, vous allez pouvoir choisir l'expérience que vous voulez faire. Et en quelques minutes, vous allez vous retrouver dans une sorte de kaléidoscope mental. Des couleurs vont venir à vous, ça va bouger, ça va être vraiment très immersif. Et vous allez ressentir les premiers bénéfices. Il peut y avoir du calme, du bien-être, de la stimulation
Et en fonction des besoins de la journée, vous allez pouvoir vous diriger là où vous le souhaitez. Cette expérience, elle va nous propulser à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu comme une immense vague qu'on va apprendre à surfer. Et toute expérience d'état de conscience est transformatrice. Et les possibilités transformatrices des expériences de Dream Machine sont assez incroyables à vivre. Ce que ça permet, au-delà de l'immersion qui est très engageante, on va trouver des bénéfices très clairs qui vont arriver très vite. Les premiers effets qu'on peut ressentir et qu'on peut choisir, ça va être par exemple du calme, une rééducation au sommeil, trouver une relaxation. La plupart des personnes vont retrouver leurs pensées qui vont ralentir, voire se couper, ce qui va amener une profonde détente et du bien-être. Pour d'autres personnes, elles pourraient se retrouver plus stimulées si elles choisissent des programmes le matin, comme des programmes qui sont liés aux ondes gamma, qui vont amener le cerveau à fonctionner à un autre rythme pour trouver un autre flow dans la journée et se sentir très à l'aise. Dans tous les cas, avec vos différents objectifs de la journée, vous allez pouvoir les atteindre et trouver les états de conscience qui correspondent à ce dont vous avez besoin au moment spécifique de la journée. En fait, dans plein de pratiques de thérapie, d'expérience personnelle, on passe par des états de conscience modifiés. Mais souvent, on ne sait pas modifier son état de conscience. Si on va en Amazonie, on va prendre des substances psychédéliques. Et là, en fait, on a une alternative à ça qui est plutôt simple à vivre, qui est plutôt accessible et qui nous permet de vivre des vrais voyages intérieurs qui vont permettre des ouvertures d'esprit, des prises de conscience, des nouvelles associations d'idées ou même de se brancher à des courants très créatifs qu'on a à l'intérieur de nous. Bref, ça ouvre tout un potentiel. En fait, ça nous ouvre la porte de notre propre inconscient. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien en bio, c'est dream-machine.tech. Vous avez un code de réduction si vous voulez l'utiliser. On va pouvoir revenir au podcast. Merci pour cette petite parenthèse. On se retrouve au coin du feu. Et bien, je pense à ça parce que j'ai aussi un passé de soignant et, en psychiatrie. Et en fait, lorsque j'ai travaillé en psychiatrie, et pour la petite histoire, en fait, dans ma famille, tout le monde est soignant. Globalement, ma mère est aussi infirmière en psy. C'était le moment je crois que c'était à peu près ça, c'était en 2010. Il y avait une sorte de bascule qui s'était passée avec la tarification à l'acte. Peut-être que c'était avant. Mais je sais que l'hôpital dans lequel j'ai exercé, il y a eu un passage pendant lequel il y a toute une génération de soignants qui étaient habitués à prendre le temps avec les patients, à vraiment prendre le temps, c'est-à-dire que même c'était un peu un cliché de se dire en psychiatrie, les soignants, ils prennent du café avec les patients, ça traîne, ça fait pas grand-chose, ça discute, ça joue au Scrabble, jeu de société. Bref, il se passe pas grand-chose, c'est pas des vrais soins. Et en discutant avec tous les soignants qui avaient beaucoup de bouteilles, se disaient, non, en fait, c'est du relationnel. Et je me rappelle de ma maman qui me racontait que dans les vieux soignants, les vieux infirmiers psy, et à l'époque, infirmier psy, c'était même une spécialité, il n'y avait pas le tronc commun d'infirmiers au départ. Il n'était pas rare de voir entre les différents pavillons, dans l'enceinte de l'hôpital, un soignant en blouse blanche, et puis le patient qui était à côté, il y avait un journal entre les deux, aucun mot, juste je suis présent, je suis avec toi, et un mot qui était échangé toutes les 10 minutes, par exemple, avec le petit mot sur comment ça va aujourd'hui, et puis le patient psychotique pouvait prendre le temps, etc., d'intégrer le truc, et puis de répondre à côté de la plaque ou non, mais un peu à côté. Tout ça pour dire que c'était du relationnel, c'était vivre avec, et c'était tous ces supports que sont la lecture, les jeux, les balades, les sorties, et juste du rien peut être un support de soins, de la relation, du lien qui se crée. Et en passant à la tarification à l'acte, il y a un truc qui a un peu changé, où ces soins-là n'étaient plus quantifiables, où ils ont dû être élagués d'une certaine manière au profit de dire tiens, là je vais faire un entretien parce que du coup ça c'est possible de mettre un mot dessus, de poser un temps donné, et il y a un truc qui a été un peu perdu comme ça, et en discutant avec beaucoup de soignants qui ont passé ce cap, il y a eu un avant et un après. Je traduis les mots de mes anciens collègues, mais une lourdeur administrative qui s'est rajoutée sur l'accompagnement, et parfois une détérioration de la relation au profit d'une législation un peu plus complexe, de moins de personnel, donc moins de relationnel, et quelque chose qui est devenu plus médical que relationnel dans la balance. Et j'ai eu l'impression de connaître encore quelques belles années dans lesquelles il y avait du chouette relationnel à l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai une petite impression que c'est fragile, ou ça peut se perdre. Je ne sais pas si ça te parle, en tout cas. Oui. Et ça vient avec clairement une souffrance des soignants qui est vraiment là, quoi, avec des taux de burn-out qui sont en augmentation, et puis une souffrance des patients aussi, parce que ils s'y retrouvent pas non plus dans ce qui leur est proposé. Pour revenir là-dessus, toi, je sais que tu
tu travailles dans un cadre qui est assez particulier, tu as du temps avec les personnes que tu accompagnes, mais c'est rare chez les psychiatres. C'est quoi la durée moyenne d'une consultation en psychiatrie aujourd'hui ? Je dirais en CMP dans le secteur public, du coup, c'est autour de, je dirais, c'est 20 minutes. Et donc, effectivement, rien que ça, ça pose problème, parce qu'en 20 minutes, tu as à peine le temps d'aller rencontrer la personne. Donc, tu vas très vite cibler sur le symptôme. Et du coup, très vite aussi être dans peut-être une prescription. C'est justement, j'allais vers cette question-là, parce que toi, je sais que tu es une psychiatre qui prescrit peu, mais il me semble que, qui tente en tout cas de le faire, et en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes qui vont voir des psychiatres, ils attendent le médicament, la pilule, comme si c'était ça finalement qu'on venait chercher. Est-ce que c'est ce que tu rencontres, et comment tu fais pour essayer de pas répondre que à ces demandes-là ? Oui, complètement. Il y a une double pression, en fait. Il y a la pression du patient. Et alors l'idée n'est pas de dire qu'il faut que parfois, c'est très aidant de prescrire. Il y a des antidépresseurs qui peuvent aussi, quand c'est bien indiqué, on sait par exemple que ça réduit le taux de suicide, donc dans les dépressions sévères, ça peut être indiqué, mais voilà, une fois ça posé, clairement, il y a une surprescription d'antidépresseurs en France qui ne correspondent pas, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, qui ne sont pas corrélés aux endroits dans lesquels ça devrait être prescrit. C'est-à-dire que, paradoxalement, il y a, je crois que c'est 30% des patients qui ont des épisodes dépressifs sévères qui ne sont pas sous traitement, alors que pour le coup, ils pourraient en bénéficier. Et par contre, une facilité à aller prescrire dans des indications qui sont hors, ce qu'on appelle hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que c'est équivalent à un placebo. Et là, pour le coup, c'est prescrire quelque chose plutôt que de rien prescrire, c'est quand même pas terrible, parce que tu prescris quand même une molécule qui a un effet sur le corps. Donc en fait, il y a il y a toute une réflexion à faire sur cette pression. Alors effectivement, cette attente que peuvent parfois sentir les médecins à « donnez-moi quelque chose, là j'ai besoin de quelque chose », mais aussi parce que la personne en face est dans cette sensation qu'elle n'a pas d'autres moyens, ou en tout cas qu'elle n'a pas de ressources en elle pour aller se prendre en soin, pour aller peut-être apaiser son trouble du sommeil. Et donc si on n'a pas cette culture-là il y a peut-être d'autres manières d'aller trouver en moi des ressources pour aller mieux. Et puis que du côté du praticien, il n'y a pas non plus ce temps, et puis peut-être cette conscience, et puis cet espace pour aller redonner son pouvoir d'action au patient sur lui-même. Oui, on peut être dans des écueils de surprescription. Ouais. Tu as raison, je me mets à la place du médecin qui doit prescrire. Si j'ai 20 minutes que je dois rencontrer une vingtaine de patients dans la journée, et si pour une problématique, on sait qu'on doit creuser, que ça fait écho à tout un écosystème, une construction de la personne, ça paraît improbable de tout déconstruire, d'aider la personne en si peu de temps. Je comprends qu'à un moment donné, on puisse se dire corriger le symptôme momentanément, temporairement, mais en ayant l'espoir de se dire au bout de X rendez-vous, on y arrivera. C'est très tentant en tout cas. Ouais. C'est là où il y a vraiment tout un système à repenser. Oui. En fait. Qu'est-ce qu'on priorise dans le soin ? Est-ce que c'est vraiment la quantité de patients, la quantité de patients ou la qualité de la consultation ? Il y a toute une économie du soin à revoir, quoi. C'est vrai que je lisais aussi sur ça, et apparemment les taux de rémission de cancer sont plus élevés lorsque le patient se sent vraiment accompagné, lorsqu'il sent une empathie en face, une vraie présence. À quel point toi tu le ressens, et qu'est-ce que tu proposes finalement au-delà de la prescription pour que la personne elle puisse aussi se sentir peut-être... je dirais pas responsable, mais en tout cas avoir plus les rênes en main de sa propre, être un peu acteur de sa propre guérison. Ouais, ça c'est vraiment un endroit, une cause qui est importante pour moi, de venir remettre la personne dans une relation d'équipe avec son thérapeute, en fait. Remettre le patient dans une relation de collaboration, en tout cas, où les deux avancent ensemble. Alors moi, du coup, à l'échelle de l'entretien, c'est déjà un message que je fais. En fait, c'est un message que je fais passer très tôt dans la première rencontre, quoi. Que l'idée, c'est pas de. Il y a cette idée de la position haute en médecine, et l'histoire de la médecine s'est beaucoup construite avec ça. Le médecin un peu qui détient le savoir et qui sait tout,
mieux que le patient en face de lui et qui va lui expliquer par A plus B comment régler son problème. Ça peut avoir, dans des situations de crise, parfois, ça peut être hyper rassurant pour un patient, dans un moment où la personne est complètement déstabilisée, d'avoir quelqu'un en face qui dit « Ok, ça va, je gère, là, voilà ce qu'on va faire ». Donc, qui est dans cette posture-là. Mais par contre, dans des accompagnements comme ça sur la durée, c'est beaucoup plus intéressant, et en fait, plus qu'intéressant, en fait, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe. Le patient sait beaucoup mieux que moi quelles sont ses ressources, quels sont ses points de fragilité, quels sont ses points de force, quels sont les endroits sur lesquels on va pouvoir travailler pour le restabiliser. Donc ça va vraiment être un travail d'équipe. Donc en fait, c'est aussi dans la posture, quoi. C'est dans comment est-ce que je m'assieds avec la personne et qu'on construit ensemble la thérapie. Tu disais que tu travailles beaucoup aussi avec des enfants. C'est vrai que ça peut, intuitivement, on peut se dire ou imaginer qu'un adulte aurait davantage les clés pour mieux comprendre ses valeurs, ce qui est à sa portée, et peut-être mobiliser des ressources conscientes pour être acteur justement de sa guérison. Est-ce que les enfants sont finalement bien équipés, mieux équipés, moins équipés ? Qu'est-ce que tu constates, toi, sur le terrain, concrètement ? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, alors, c'est pas comparable parce qu'en fait, moi, du coup, là où je travaille, je vois alors, c'est les adolescents, jeunes adultes, donc entre 15 et 25 ans, et je les vois systématiquement au début de leur prise en charge. Là où, pour les adultes, je les vois si eux, ils font la demande. Donc, je vois aussi tous ceux qui, entre guillemets, vont bien. En tout cas, donc il y a aussi tout un travail de prévention qui est super intéressant avec eux. Mais clairement, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi à quel point parfois il y a quelque chose de plus naïf dans la représentation de la maladie chez les enfants. Alors là, je parle plutôt des plus petits pour le coup, que parfois j'accompagne quand même. Et donc du coup, il n'y a pas tout ce cortège de représentation autour du mot cancer. Parfois, ça crée du coup une adaptabilité qui est beaucoup plus simple, parce qu'ils vont prendre les choses comme elles viennent, quoi. Il n'y a pas tout ce modèle interne qui s'est construit avec toutes les histoires de vie qu'on a pu vivre, qu'on a pu... Bien sûr. Et du coup, qui vient parasiter le mot cancer, et donc du coup, la manière dont je vais me représenter ce que je vais vivre. Donc étrangement, parfois, il y a une adaptabilité qui est beaucoup plus fluide chez les plus petits. Et par contre, c'est hyper important d'aller accompagner les parents. C'est quoi, justement, on peut se poser la question, c'est quoi les ressources alors, c'est peut-être très étrange à dire, hein, mais une personne qui va vivre bien cette maladie, savoir mieux la traverser, être équipée en tout cas pour avoir les meilleurs outils pour. Et comment est-ce qu'une personne peut être équipée pour bien traverser ce type de pathologie ? Est-ce qu'il y a des qualités qui permettent en tout cas de mieux le traverser ? Ouais. Alors il y a intérieur à la personne et puis il y a aussi dans le contexte. Bon, après, les grandes statistiques, c'est qu'effectivement l'entourage est important. Ok. C'est vraiment un facteur important. C'est quoi que l'entourage ? C'est un entourage, j'imagine, bienveillant, présent et soutenant. Ouais, c'est ça. En tout cas, un isolement social, c'est un facteur on va dire, de moins bon pronostic. Ok. Et en même temps, c'est des événements qui font qu'il y a souvent des séparations. Okay. Mais en tout cas, la qualité de soutien de l'entourage, c'est un facteur protecteur. Et après, il y a toutes les ressources internes. Alors, il y a est-ce que j'ai déjà vécu des choses qui m'ont fragilisé dans ma vie ? Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir potentiellement faire que j'ai une plus grande vulnérabilité au stress. Okay. Et à l'inverse, du coup, il y a tout ce qu'on peut... du coup, je suis très sensible à tout ce travail de prévention, comment aller, même très tôt, en fait, aller donner des outils de souplesse psychique. Moi, j'ai tendance à voir la pathologie psychiatrique, ou en tout cas les troubles, comme un endroit où le psychisme vient se contracter, se crisper, où on est un peu en boucle dans une manière d'interpréter les choses, et qu'il y a tout un travail d'assouplissement psychique à faire. Donc, et l'hypnose, du coup, c'est un super... Tu parles d'assouplissement, mais c'est vrai qu'il y a le moment où on apprend le diagnostic, qui est un moment très important. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'abordes, ce moment, et est-ce que tu donnes des outils, ou est-ce que tu peux partager des outils, en tout cas, qui pourraient permettre à une personne qui traverse en ce moment cette
cette épreuve de l'appréhender intelligemment avec une forme de souplesse, de flexibilité émotionnelle et mentale. C'est souvent, en gros, les deux endroits, les deux cliniques avec lesquelles je travaille, c'est la clinique du deuil en cancéro et la clinique du trauma. Le moment de l'annonce. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que les gens que tu accompagnes, du coup, ils sont confrontés à ces deux problématiques-là. C'est ça, plus clairement, ouais. Deuil parce que souvent, c'est vécu comme un mouvement de bascule, en fait. Il y a un avant, il y a un après. Un avant où souvent les personnes disent « mais je me sentais finalement insouciant, léger ». Je ne me posais pas ces questions-là, en fait. Et puis, ce moment-là où l'annonce, où quelque chose vient faire effraction et où tu es tout de suite t'es confronté à cette question de ta finitude. Ouais. Alors souvent, ce qui est conseillé, c'est de venir ensemble au rendez-vous, parce qu'effectivement, du coup, pendant le moment de l'annonce, il y a cet état de sidération qui est normal. C'est important ta question, parce que l'idée n'est pas de tout pathologiser et qu'effectivement, beaucoup de personnes te décrivent ça, le fait qu'ils ont entendu le mot cancer et là, il y a eu une espèce de blackout. Le médecin continuait de parler, mais alors eux, l'impression que tout s'était mis sur pause. Et du coup, d'avoir quelqu'un à côté qui entend aussi, qui peut... en gros, d'être à 4 oreilles pour entendre le message, c'est hyper soutenant, parce que souvent, tu as un petit débrief après qui peut se faire. C'est aussi pour ça qu'il y a souvent maintenant, il y a quelque chose qui est plutôt construit là-dessus, avec un chemin autour de l'annonce, et du coup, une deuxième consultation qui est prévue après, avec souvent une infirmière d'annonce, pour reprendre ce qui s'est passé. En gros, tu as vraiment besoin d'aller laisser un peu de temps de digestion psychique, et puis reprendre les informations qui ont été posées. Et tu as vraiment ce truc du temps médical qui va parfois hyper vite, et puis du temps psychique qui, lui, est beaucoup plus lent pour intégrer, pour digérer, pour s'approprier. Donc, tu veux dire qu'après l'annonce, on est déjà tout de suite inscrit dans un protocole, tout va très vite, on enchaîne les rendez-vous, etc. Ça va vite. Et il ne faut pas perdre de temps, j'imagine aussi. Et ce qui est plutôt bien que le temps médical aille vite, mais du coup, c'est effectivement, comment tu respectes aussi cette autre temporalité qui est beaucoup plus... Et à part la présence d'un être cher, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont utiles immédiatement ? Ouais, après, il y a toutes les... Alors, déjà de savoir que c'est OK, que c'est normal. Parce que parfois, il y a cette espèce de culpabilité, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'ai rien entendu. Après, il y a tous les outils de régulation, de régulation du stress, de régulation émotionnelle. Ce qui est important, je trouve, dans ce que tu dis, c'est cette idée que c'est normal d'avoir une réaction. Parce que j'ai l'impression, souvent, pour avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont eu des diagnostics un peu forts comme ça, qui vont dire l'annonce était violente. Et on pourrait se dire, peut-être que le médecin ne savait pas communiquer. Alors parfois, oui, je pense qu'il y a des médecins qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais je pense que même un médecin à l'aise en communication, ça reste violent, en fait, une annonce comme celle-là. Et que ce n'est pas seulement le temps de l'annonce, c'est le temps d'après. Que la personne comprenne que c'est normal de vivre un choc traumatique quand on a une annonce comme ça, en tout cas. Il n'y a pas à refouler ce truc-là. On ne peut pas bien le prendre en même temps. Voilà, oui, en fait, c'est très étrange. Le tact n'y changera pas tant que ça. Évidemment, c'est mieux si les médecins sont formés à la communication, à en effet regarder l'autre, à lui laisser de la place. Mais ça n'enlèvera pas le fait que c'est une annonce qui est... Et puis même, je pense qu'avec toutes les couches de communication qu'on pourrait mettre pour adoucir l'impact, il y a peut-être un moment où on peut pas réduire, en fait, et diminuer, essayer de presque travestir la vérité. Il y a un moment donné, en fait, peut-être que le travail du médecin est d'amener la vérité, de dire le diagnostic est celui-ci, et c'est clair. Et là, du coup, les options thérapeutiques sont celles-ci, on va les prendre ensemble et à construire là derrière, oui. Et c'est vrai que du coup, ça m'amène à ce truc un peu plus sociétal de... parfois que le développement personnel amène, de mettre comme seul critère de santé mentale le bonheur. Et du coup, je le retrouve parfois, cette espèce d'injonction au bonheur chez les patients, à tout devoir positiver, en soi qui est super, dans le sens c'est beau de vouloir faire d'une épreuve quelque chose, mais du coup qui parfois met une énorme couche de culpabilité sur toute la souffrance qui peut être vécue. Et du coup, parfois, mon boulot, c'est aussi de venir normaliser la souffrance, qui fait partie de la palette émotionnelle. J'ai une question justement par rapport à ça. Il me semble qu'il y a une stat, tu dois la connaître, sur le nombre de personnes, quand elles ont un diagnostic de cancer, qui vont se tourner vers des pratiques autres
que la pratique médicale. Et là, je mets dedans tout ce qui peut exister. Tu as une idée de cette... Alors, dans le mémoire, c'est de l'ordre de 70% des patients dans l'année, 70% des patients à qui on a eu un diagnostic de cancer, versus 80% sur toute une vie en population générale. Et par contre, parce que parfois il y a cette peur que du coup les approches complémentaires, on va dire, je sais pas comment on peut, mais on va utiliser ce mot-là, non médical, intervention non médicamenteuse, viennent empêcher le soin, on va dire médical. Et ça, finalement, ça n'est que 5% des patients. Okay. Donc la plupart du temps, les personnes vont faire ce travail d'intégration de la médecine, on va dire, plus conventionnelle avec d'autres approches. J'ai une question, justement. Je trouvais que c'était intéressant de vous la poser aussi. Si vous aviez un diagnostic comme celui-là, alors je mets juste un peu de contexte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la population, il y a, surtout depuis quelques années, une certaine défiance en tout ce qui est scientifique et médical. Il ne s'agit pas de discuter de ça. Je crois en tout cas que c'est quelque chose qui existe un peu plus. Et c'est une question que moi, je pourrais me poser. Je ne sais pas si vous l'avez posée. Si j'avais un diagnostic comme ça, est-ce que j'aurais une confiance absolue en la médecine? Est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher quelque chose de complémentaire? Est-ce que je ferais les deux? J'ai l'impression que dans les domaines de type développement personnel, on rencontre parfois des personnes qui refusent vraiment le soin médical, comme si c'était quelque chose qui était impensable. D'autres, au contraire, qui tout d'un coup oublient toutes les autres pratiques. Enfin, j'ai l'impression que c'est des moments où on réagit assez fortement. Vous auriez tendance à les compléter? Est-ce que vous auriez tendance à rester dans un cadre? C'est pas une question simple pour le coup. Moi, j'aurais tendance à compléter. Je pense qu'il y a déjà, pour rester dans le cadre médical, il y a un test qui s'appelle le RGCC, je ne sais pas si tu connais, qui est un test génomique qui permet d'avoir une cartographie du cancer assez précise. Et ça permet entre autres de savoir à quel point les traitements fondamentaux, c'est-à-dire les chimiothérapies, vont être efficients sur le type de tumeur en particulier du patient, mais aussi deux autres niveaux de traitement, on va dire de supplémentation ou de médicaments. Donc, tu vas avoir deux niveaux. Tu as la chimio, ensuite tu as tout ce qui est médicaments complémentaires, donc des molécules médicales, et ensuite tu vas avoir des molécules naturelles ou des choses issues des plantes, etc. Et ça permet d'avoir une cartographie assez claire de ton cancer. C'est pas encore trop pratiqué en France, mais je sais qu'il y a certains oncologues qui le font. C'est très pratiqué en Allemagne et en Europe et beaucoup plus dans le monde. Donc, test RGCC, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé, qu'on peut faire. C'est une démarche volontaire. Voilà, c'est une démarche volontaire. Il suffit d'envoyer son sang, de faire une prise de sang, etc. Mais qui se fait sur la demande de l'oncologue. Donc, il y a un vrai travail d'équipe avec l'oncologue. Et ça, déjà, ça peut donner l'impression d'être un peu plus acteur. Parce que je sais que dans le processus médical, parfois, les oncologues sont un peu à l'aveugle. Donc, ils ont des protocoles et ils ne vont pas forcément avoir une vision très claire sur l'efficience, en particulier, de la tumeur de la personne. Arrête-moi si je me trompe. Et je sais que ce test-là, voilà, moi, personnellement, si j'avais un cancer demain, je commencerais par faire un test RGCC et je trouverais un oncologue avec lequel j'ai une bonne relation, avec lequel je puisse avoir un bon échange, autant sur mes ressentis, à travers le parcours que sur l'aspect médical. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qui est très important à faire un pont entre la science, la médecine et ce qu'on peut faire à côté. On parlait tout à l'heure de gestion du stress, d'appréhension des émotions. Je pense que c'est aussi des fondamentaux. Je pense que, mine de rien, il y a une cascade émotionnelle qui peut avoir aussi un effet sympathique dans le corps qui, lui, ne va pas dans le sens de la régénération. Donc, je pense que c'est intéressant de mettre en place des processus de relaxation, peut-être de méditation, de faire des choses qui, en tout cas, donnent la sensation d'être vraiment acteur dans le processus. Et en tout cas, moi, si ça m'arrivait, j'aurais vraiment besoin de me sentir engagé, en fait, dans tout ça. Parce que c'est vrai que la machine médicale est un immense processus dont, en tant que patient, on ne comprend pas grand-chose et on peut vite avoir l'impression d'être aspiré par tout ça. Et si en plus on n'a pas la chance d'avoir des interlocuteurs qui ont cette présence, comme toi tu peux l'offrir, ben, j'imagine qu'on peut vite se sentir dépassé. Et il y a aussi l'entourage qui n'est pas forcément éduqué. Tu parlais de la prévention. Il y a des gens dans l'entourage qui parfois sont très dans la réaction émotionnelle, ce qui est compréhensible aussi, mais peut-être parfois même plus que la personne qui est touchée par la maladie, ce qui peut amplifier des mécanismes de culpabilité ou des choses. Donc je chercherai à bien m'entourer aussi, en tout cas de gens qui ont l'intelligence émotionnelle pour comprendre ce que je vis et en tout cas pour m'accompagner avec une certaine forme de courage, je vais dire, et de souplesse aussi.
Oui, Ok. en tout cas, je rebondis juste sur ce que tu dis, mais alors, cette idée, en tout cas, d'intégrer l'alimentation, l'activité physique, le mode de vie aux soins, ça, c'est hyper important, effectivement. Ça vient complètement compléter quelque chose. Donc, tout ce regard-là, très intégratif, du coup, sur c'est quoi mon mode de vie, c'est comment je m'alimente, et prendre conscience d'à quel point, oui, l'alimentation a un effet sur le psychisme, sur la vitalité, sur comment je dors, quelle activité physique j'ai. Tout ça, c'est des paramètres qui sont hyper importants. Ouais, tout à fait. De mon côté aussi, je te rejoins sur... c'est dur de se dire, de se projeter. C'est une question hyper difficile. Je trouve que c'est une question qui est intéressante à se poser librement. Ouais, bien Parce sûr. que souvent, les gens sont au pied du mur quand ils se posent cette question-là. En fait, là, tu vois, je pose la question et je réfléchis en même temps, et puis je t'écoute, Damien, et je me dis, en fait, ce qui serait... Parce que je vois deux choses. La première chose, ça serait... Mais en fait, toutes les réponses, tout ce qu'on peut mettre en place pour faire bouger ses comportements, etc., c'est des choses qu'on pourrait déjà faire aujourd'hui en prévention, je me dis. Et pour le coup, je me dis, si là, je me fais la réflexion, si le diagnostic tombait, j'aurais une partie de moi qui me dit, même s'il y a des facteurs, etc., mais peut-être qu'en partie, on peut se fabriquer son cancer par des mauvais comportements, des choses comme ça. Donc je me dirais, l'alimentation, par exemple. Sommeil, alimentation, etc., ce que tu dis, je rectifierais le tir pour me dire, je prépare déjà un peu la suite pour ne pas retomber dans les mêmes travers si j'avais une mauvaise habitude alimentaire ou sédentaire, sommeil, enfin tous ces facteurs-là qui peuvent participer de près ou de loin au cancer. Donc je mettrais ces mesures en place et là je me dis, faudrait déjà le faire maintenant. Ça serait peut-être une bonne chose d'être un peu dans la prévention et la méditation. Sans hésiter, je crois qu'avoir plus de temps pour soi, pour plein de raisons, serait quelque chose que j'essaie de mettre en place en parallèle de tout l'accompagnement médical, qui me semble être je verrais l'accompagnement médical comme le centre ou le cœur du soin, et de façon très complémentaire, au moins être à l'aise psychiquement, aligné, avoir fait un travail de deuil, de préparation à la suite, et ça, pour moi, ça passe par l'introspection. Donc j'ai l'impression que c'est vers là que je me dirigerai. Pas d'autres grands soins, je pense, de médecine alternative particulière. Je sais pas, on pourrait penser à l'Ayurveda ou plein de choses, mais je crois que ça serait juste ça, prendre soin d'une sorte d'hygiène mentale en plus de la médecine et des comportements qui changeraient, j'imagine. Et toi ? Ouais, ça rejoint ce que tu dis. J'ai l'impression que toutes les réponses qu'on pourrait donner à ça, il y a un truc qui pourrait dire à l'intérieur, fais-le dès maintenant. Oui. Si par exemple, en effet, c'est s'il m'arrivait ça, je corrigerais mon alimentation, en fait, pourquoi pas le faire dès maintenant ? S'il m'arrivait ça, est-ce que je méditerais plus ? Pourquoi pas le faire dès maintenant ? Et je trouve qu'il y a une expérience qu'on fait parfois en hypnose qui consiste à faire ce qu'on appelle une futurisation négative. C'est-à-dire, souvent on fait ça quand une personne sent qu'elle va un peu dans le mur, on dit on va se projeter dans le mur, en fait. Et ça crée une sorte de choc où quelqu'un se rend compte qu'en fait, il le sait, mais le fait de le vivre en hypnose crée un truc qui est waouh, en fait, c'est pas que je le sais, c'est là que je le vis. Et quand je reviens, j'ai envie de prendre des décisions parce que je peux changer de chemin, en fait, et je peux prendre un chemin qui va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus beau à vivre. Et je trouve que c'est une grande question à se poser régulièrement. Et c'est pareil pour la question du deuil. Si je perdais un être cher du jour au lendemain, est-ce que ça changerait quelque chose pour moi ? Si c'est le cas, est-ce que c'est pas dès maintenant que j'ai envie de changer quelque chose ? Il me semble que ça mène dans ces enjeux-là, en tout cas, ces questions-là. Carrément, et ça me fait rebondir sur la question de la... En fait, c'est parce que là, il y a un espèce de tournant d'avant, après, aussi catalysé par la question de la mort, de prendre conscience que ma vie va se terminer, qu'il y a toutes ces questions qui émergent et que du coup, on est un peu confronté à ça. Et je me pose la question, en tout cas, cette question-là de la mortalité, elle est vraiment très aseptisée dans notre société. La mort, ça se passe vraiment... alors déjà, ça se passe beaucoup à l'hôpital. Donc c'est même plus intégré à la vie. On ne le voit pas, on n'y pense pas. C'est loin. Carrément. Ou même c'est même pas loin, ça n'existe pas en fait. Et du coup, ça augmente un peu cette espèce de déni et d'illusion d'immortalité qu'on a besoin d'avoir un minimum pour investir la vie. Si on était tout le temps le nez devant la question de sa propre finitude, peut-être qu'on ne construirait pas, peut-être que... Mais il y a des cultures qui intègrent beaucoup plus cette
idée-là de la mort, vraiment qui la pétrisse dans la pâte de la vie. Et je me dis que ça peut aussi quand même amener cette question-là de comment je prends soin du présent, comment je prends soin de... Peut-être beaucoup plus concrètement, sans attendre d'avoir une maladie. Alors, ça me met une question aussi vers toi, parce que j'imagine que c'est un métier où parfois tu as des patients qui disparaissent, qui vont vivre des choses qui seront difficiles. Est-ce que, en tant que psychiatre, est-ce que tu es supervisé, par exemple? Est-ce que tu as un endroit où tu viens travailler ça? Comment tu le vis? Comment tu transcendes ça? Alors oui, j'ai une supervision. Juste pour savoir, parce que c'est obligatoire en tant que psychiatre d'avoir une supervision ou c'est volontaire? Non, c'est volontaire. C'est vraiment une démarche que j'ai eu besoin de faire. Et puis après, il y a un travail aussi d'équipe, de supervision en équipe, qu'on a tous les 15 jours. Mais c'est pas la même chose, un espace personnel. Et en fait, oui, c'est un boulot qui amène beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des liens qui sont très forts aux patients. Et je pense que c'est... je crois que pour moi, c'est précieux de garder ça, en fait. Je sais aussi que dans les études de médecine, il y a vite, et ça, c'est quelque chose qui a été documenté, une dissociation de ces émotions, une espèce d'objectification du corps pour se protéger. Enfin, c'est aussi un mécanisme de défense. Mais en même temps, je sais que ce lien émotionnel qui est là, en fait, à mon patient, c'est aussi ce qui fait la richesse de la relation thérapeutique. Et donc oui, j'ai des souvenirs de patients qui sont décédés, qui me viennent, et ça peut être bouleversant, parce que c'est des accompagnements sur la durée, où tu les vois, tu les accompagnes vers la mort aussi. Mais dans un sens, je me sens chanceuse de toucher cette humanité là, en fait. Mais oui, ça demande aussi une hygiène, une hygiène de vie un peu globale pour soutenir cette intensité. Ouais. Dans mon expérience, il y a eu un moment marquant qui a fait un petit shift, parce que personnellement, la mort avait toujours été loin. Enfin, c'est même pas nébuleux, c'est inexistant. En me disant ça peut pas m'arriver. Je comprends le concept, mais c'est trop loin de moi, parce que je pense qu'on n'y est jamais confronté. Et même en se rapprochant, en devenant infirmier, etc., on se rapproche un peu du concept, ça paraît compréhensible, enfin, il y a des personnes âgées dans les hôpitaux, etc. Mais je crois que la première fois que j'ai été confronté à la mort de près dans ma profession, avec le moment, le défunt et son corps qui était encore là, puis la toilette mortuaire, etc., c'était pour moi un grand cap, parce que c'est devenu très concret. Et pour moi, ça a vraiment marqué un tournant, en me disant ça peut arriver. Enfin, c'est très bizarre, c'est un peu naïf de le dire comme ça, mais le fait que ça soit juste là et en même temps très simple, enfin, il y a un grand chamboulement pour moi, dans le sens où ça m'a paru pouvoir arriver, où c'est rentré un peu dans ma vie, en me disant ça fait partie de la vie, un truc un peu étrange qui s'est passé. Et en même temps, c'était pas le grand drame qui pouvait arriver en se disant « Oh, ça y est », avec un truc très triste, mais un truc froid, normal, noble, je sais pas, un truc un peu un moment comme ça, un peu suspendu dans le temps, bref, c'était une sorte de prise de conscience un peu forte. Mais tout ça pour dire, je pense qu'on a complètement perdu le lien avec la mort, et je suis pas sûr que ce soit sain. Ça paraît facile de mettre ça de côté, ou pratique, ou convenable pour les jeunes enfants, etc. Mais c'est peut-être très sain à un moment donné d'être là, enfin d'être proche de ces moments-là aussi, de les intégrer dans notre quotidien. Et je me demande même si les cérémonies funéraires qu'on fait, à quel point est-ce qu'elles permettent le deuil, parce qu'il y a quand même une petite mise à distance qui peut être faite, où on n'est pas au contact du corps. Dans la cérémonie, enfin, il y a tout un rituel qui fait qu'on n'est pas avec soi, on est un peu dans le faire. Et après, il y a un vide, donc je sais pas, il y a un truc qui est pas concret là-dedans. Je pense que les cérémonies, elles sont pas optimales, en tout cas dans notre culture. On a remarqué quand même que quand il y a eu la crise du Covid, avec une absence de cérémonie, c'était bien pire, donc elles ont quand même un rôle. Mais ça serait intéressant d'aller, peut-être même un jour, faire un épisode là-dessus, sur la manière dont, autour du monde, en fait, cette question, elle est proposée, comment elle est intégrée.
d'aller regarder chaque culture, comment ils travaillent cette question-là, quelle est la place des morts dans la vie, comment c'est préparé. Tu disais même, tu vois, c'est peut-être bien pour les jeunes générations. Mais en fait, je sais pas, peut-être que c'est là aussi que ça commence, de pouvoir dédramatiser le concept pour pouvoir le regarder en face aussi. Et ne pas faire comme s'il n'existait pas. J'ai l'impression que enfant, on se pose très vite. Je sais pas vous, si vous avez des souvenirs. Mes parents m'ont raconté qu'apparemment, à 4-5 ans, je posais beaucoup de questions sur la mort, par exemple. Je n'ai pas souvenir de ça. Mais il me semble que beaucoup d'enfants passent par ces questions-là. Je crois. Et je sais que ma maman m'avait dit, mais moi, j'étais un peu gênant, alors j'ai éludé un peu ces questions-là. Et je pense que beaucoup de parents font ça, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas simple. T'as un enfant de 4-5 ans qui te dit, bon, mais il se passe quoi après la mort? Tu sais pas quoi lui répondre, t'as pas envie de donner une croyance, peut-être que... Et puis tu as des interprétations, en plus tu sais pas comment ça va être fait à cet âge-là. Mais je pense que quand il y a un rituel, ben en fait, le fait d'en parler devient naturel dès lors qu'il y a un rituel. Je pense à ces pays, alors je sais plus dans quel pays c'est assez étonnant cette idée qu'ils viennent sortir les morts du cercueil une fois par an. Et donc c'est tu connais pas ça? Non, mais alors c'est un peu hard pour le coup, mais en fait, eh bien, on va ramener le mort dans la vie pendant une journée. Et donc c'est très étrange. C'est très étrange, mais ouais. c'est une journée par an. Et c'est une journée où la frontière entre les morts et les vivants, elle disparaît. Donc je crois qu'ils font ça assez bien. Ils habillent, les mettent en position comme dans quelque chose qu'ils auraient pu faire, etc. Il faudrait que je retrouve la référence, on la mettra peut-être en montage. Bien sûr, intéressant. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas de personnes qui ont vécu dans cette culture-là. Mais j'imagine que naturellement, pour un enfant qui voit ça, bah, ce n'est pas un problème de parler de la mort un jour, en fait. Parce que il y a un endroit où c'est possible. Et puis le fait qu'il y a un endroit où c'est possible, peut-être qu'il y a moins besoin d'en parler dans les autres endroits. Peut-être que c'est moins un problème dans les autres endroits, puisqu'on sait qu'il y a un espace pour ça. Et je trouve que l'espace du rituel, il a ce sens. Après, ce qui est particulier aussi dans notre société moderne, c'est qu'il y a vraiment une séparation du corps. On a l'impression que le corps ne nous appartient plus dès l'instant où il est plus habité. Il rentre dans un processus qui est très normalisé, avec quelques choix, mais pas grand-chose finalement. Et donc je pense que ça peut aussi contribuer à créer cette distance dont tu parlais vis-à-vis de la mort, ce qui rend peut-être pas facile le processus de deuil. C'est justement... tu parles de sortir le corps, donc là il y a vraiment une relation, c'est impensable dans notre société. Le squelette, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Oui, mais... ça dépend à quel stade. Mais tu vois, je veux dire, par exemple, les musulmans ont un rituel de soin du corps qui est particulier, etc. Nous, on n'a pas vraiment ça. Et donc, je pense que la relation déjà au corps, elle est un fort indicateur d'à quel point on peut accepter la présence de la mort ou pas. J'ai l'impression que nous, on met vraiment un carcan. De toute façon, notre culture, là je parle de la culture occidentale, culture judéo-chrétienne, etc., il y a déjà une absence du corps qui est quand même assez forte dans le vivant. Donc c'est sûr que dans la mort, ça ne va pas s'arranger beaucoup. C'est une question justement, parce que je me dis, en tant que psychiatre, les gens viennent te voir pour le cerveau, quoi, grosso modo. Mais toi, comment tu intègres la notion du corps dans ce travail-là? Parce que quand on traverse des étapes de vie difficiles, ou même quand on vit des problématiques, des dysfonctionnements, il y a le corps qui est quand même extrêmement important dans tout ça. Oui, complètement. Ça, c'est aussi un endroit qui est important pour moi, de remettre le corps au centre de la thérapie. Je parlais un peu de cette espèce de dissociation corps-esprit qui peut y avoir parfois en médecine encore, et qui finalement n'a pas trop de sens. En fait, on pense à travers son corps, notre sommeil va impacter notre manière de nous sentir. Si j'ai passé une toute petite nuit, je ne vais pas du tout avoir les mêmes émotions, la même sensibilité que si j'ai fait mon quota de sommeil. Ce qu'on mange va impacter notre flore intestinale, notre microbiote, et du coup, de plus en plus, on documente à quel point il y a ce lien cerveau-intestin, et donc d'aller travailler sur l'alimentation, c'est aussi aller travailler sur le psychisme. Le mouvement du corps, en fait, ça aussi, dans la dépression... Dans les dépressions légères à modérées, une activité physique régulière est comparable à la prescription d'un antidépresseur. C'est génial, par exemple. Ça vaut le coup. Donc il y a une vraie place du corps. Et puis, alors plus particulièrement en cancéro, il y a vraiment parfois cette dissociation du corps, cette espèce de perte du rapport à son propre corps parce qu'il est vécu comme... une source de menaces, de dangers, de trahison. Enfin, ça devient un peu l'ennemi à abattre. Parfois, il a été
modifiés par la chirurgie, par les traitements. Donc il y a vraiment tout un travail de remettre ce lien au corps, retrouver ce rapport d'allié à son propre corps qui est hyper important, et de ne pas passer que par du cognitif, en fait. En tout cas, je trouve ça dommage. Il y a une place au cognitif, mais il y a ce concept de cognition incarnée là, qui est de plus en plus présent, qui vraiment vient dire à quel point notre vécu subjectif est façonné par nos pensées, mais aussi par notre corps, l'état de notre corps, et puis l'état du contexte autour de nous. Donc, il y a ces 3 paramètres à prendre en compte, et si je n'en prends qu'un, je trouve ça dommage pour un thérapeute, parce que c'est vraiment se couper de leviers d'action qui sont hyper importants. Moi, je le vois, Comment ça se passe, cette recréation du lien au corps? Parce que les traitements sont assez forts, donc du coup, le corps est avant d'être une source peut-être de séparation, de modification, c'est aussi une source de souffrance. Ouais. Déjà, il y a cette acceptation de la souffrance, il faut passer aussi cette épreuve physique de la douleur. Et ensuite, il y a un processus de réhabiter son corps. Comment est-ce que tu appréhendes ça, en fait? Quelles sont les étapes? Et déjà, comment est-ce qu'on peut appréhender la douleur, ne pas faire de son corps un ennemi, finalement? Et comment est-ce que, derrière, on peut le réintégrer progressivement? C'est quoi les étapes? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui convient pour tout le monde, mais en tout cas, oui, tu as raison. Il y a cette dissociation du corps, elle n'est pas non plus pathologique. C'est bien aussi. Parfois, c'est aussi une manière de traverser les choses et de se protéger le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Souvent, d'ailleurs, moi, c'est plutôt dans l'après-traitement que tout ce travail-là de réincorporation se fait, et puis de métabolisation de l'expérience. Donc c'est une période aussi, une fois qu'on a traversé tout le train des traitements en cancérologie, que ça peut se faire, ce chemin vers son corps. Alors moi, j'utilise aussi beaucoup l'hypnose, donc c'est vraiment une manière de venir ramener cette conscience du corps. Parfois, ça se fait... tu sais, il y a des exercices tout simples de association, dissociation, association, dissociation, et de le faire vraiment. Donc, c'est-à-dire, je suis là, je suis assise dans ce fauteuil, et puis je vais imaginer que je me regarde assise dans le fauteuil. Et donc, mon moi se dissocie de mon corps, et puis je vais aller un peu plus loin encore dans la pièce, et puis expérimenter ce que ça fait si je me rapproche jusqu'à revenir complètement dans mon corps. Rien que ça, tu parlais de la question de la douleur, mais ça peut être un axe de travail hyper intéressant quand il y a des douleurs physiques. Mais déjà de donner à la personne l'expérience qu'elle peut manœuvrer ce levier-là, ça donne une grande souplesse, ou en tout cas une grande liberté dans son rapport à son corps. Il y a des moments où je peux me dissocier, puis il y a des moments où je peux réhabiter ce corps. C'est un exercice qui me vient, mais il y a plein d'autres manières. Ça peut être aussi juste avec de l'autocontact. Parfois, c'est très compliqué. Alors déjà, d'aller regarder le corps, donc d'y aller vraiment pas à pas, et puis de remettre parfois juste de la sensorialité, d'aller retrouver le contact avec le corps. Et puis, il y a plein d'approches psychocorporelles qui sont super intéressantes pour ça. Je pense à la danse, je pense au yoga, je pense à toutes ces pratiques. Au tai chi, qigong. Au tai chi, au qigong. Plus que le corps, ça pourrait même être... je pense par exemple à une femme, si par rapport à l'utérus ou au sein, il pourrait y avoir se réapproprier une féminité. Donc, c'est pas directement le corps, mais c'est la symbolique qu'on peut mettre sur le corps. Donc, il y a peut-être plein de choses à faire pour retravailler ça et retrouver une vie qui correspond à celle qu'on souhaite. Et juste avant ça, je pense j'ai une question sur la médecine intégrative, mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est pour notre audience de s'abonner. Ça vient comme ça tombe à plat, mais en fait, c'est très important pour nous, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Et c'est juste une toute petite parenthèse pour rapporter à quel point c'est important pour nous de juste nous permettre de faire grandir, de continuer à faire ce qu'on fait. Et puis ça va nous permettre aussi de prendre encore plus de temps pour proposer des super podcasts. Ouais. Pour l'instant, on est sur un rythme qui est d'un podcast par mois. On aimerait même peut-être en faire un peu plus souvent, proposer d'autres événements autour de ça. Et donc, plus vous abonnez à la chaîne, plus vous la soutenez.
Et plus nous, on peut avoir aussi de possibilités pour faire grandir tout ça et vous proposer encore plus de contenu passionnant. Sinon, Il Damien paraît et que ça Kevin porte font du chance mal. C'est ce que j'allais dire, sinon vous allez faire du mal à des bébés chatons. Faites-le vraiment. Ah non, moi j'aurais pas dit ça, laisse les chatons. Non, ça porte chance de nous rejoindre au coin du feu. Bon. Surtout, ça va être l'occasion d'inviter peut-être des personnes de plus en plus inspirantes, avec de plus en plus de sujets, de faire revenir aussi des sujets sur la table, parce que ça, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, et d'aborder peut-être des choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Donc un grand merci à vous. Et sans transition... Abonnez-vous ensemble, du coup. Abonnez-vous. Tu chantes très bien. Super. Est-ce que tu peux nous parler de la médecine intégrative, la définir, parce qu'on entend souvent parler, mais je suis pas sûr que ce soit toujours très bien compris de qu'est-ce qu'on entend par médecine intégrative. Eh bien, écoute, c'est un courant qui est assez récent. Ça date des années 90 aux États-Unis. Et c'est vraiment quelque chose qui est venu un peu en réaction à la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, donc avec la sensation qu'il y avait besoin d'amener d'autres angles d'approche, d'autres manières de penser le soin, et du coup en gros remettre cette question du lien. Moi, c'est vraiment ce qui me vient en fait, c'est le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à l'environnement, et puis d'aller intégrer d'autres pratiques dans les endroits où le modèle biomédical tel qu'il est pensé, c'est-à-dire une pathologie correspond à un dysfonctionnement, trouve ses limites. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on arrive aussi à une évolution technologique très forte, est-ce que, quand tu dis ça trouve ses limites, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'on se dit, voilà, maintenant, les avancées techniques, elles ne nous font plus vraiment progresser là-dedans? Ou est-ce que c'est parce qu'on se rend compte que c'est pas juste des corrélations comme celle-là, mais que c'est des corrélations plus complexes? En fait, c'est exactement ça, c'est cette question de la complexité. On est obligé de sortir d'un modèle un peu simpliste. Je pense que moi, je vois un peu la médecine comme une espèce d'entité avec deux appuis. Il y a le care, donc le traitement, le thérapeutique, la technicité. Et ça, on a fait des bonds énormes dans cette voie-là, qui ont permis des avancées géniales. Mais ça s'est fait au détriment de cet autre appui qui s'appelle, alors c'est un anglicisme, mais le cure, donc le prendre soin, et qui fait partie de l'essence de la médecine, en fait. Comment est-ce que j'accompagne cette technique? Et du coup, on en est arrivé à une espèce de déséquilibre où la technique seule, déjà, peut pas répondre, est loin de pouvoir répondre à tout. Et il y a besoin d'aller élargir le champ de compréhension et d'aller remettre cette question de la complexité. C'est une question qui est hyper importante pour moi et qui vient avec la question de l'incertitude. C'est prendre conscience qu'il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas regarder un phénomène à travers juste un prisme. Parce que tu parles de l'incertitude, mais on attend souvent d'un médecin qu'il ait une certitude, justement. Et comment les médecins domptent le fait qu'ils sont dans l'incertitude par essence? Il y a eu toute une évolution avec ça. On parlait de la médecine un peu paternaliste tout à l'heure, et pendant très longtemps, il y a eu cette tentation de venir gommer l'incertitude, quoi, de venir poser son savoir. Prenez ça, ça va aller mieux. Et alors, dans certaines indications, je pense à une infection, un traitement antibiotique, globalement, la marge d'incertitude, elle est très faible. C'est bien maîtrisé, en tout cas, cette thérapeutique. C'est plutôt bien maîtrisé. Il y a peu de probabilité que ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a d'autres endroits où il y a beaucoup plus de marge d'incertitude. La cancéro, c'est quand même un endroit où on est parfois confronté à ça. Il y a eu une deuxième tendance, ça a été de juste poser cette incertitude comme faisant partie du chemin. Donc, voilà, je vous donne ce traitement, mais je ne suis pas sûre. Et voilà. Les gens ont du mal à comprendre ça, je pense, en général, non? C'est complexe. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de l'utiliser, cette zone d'incertitude, et d'en faire quelque chose. C'est peut-être une troisième évolution, c'est on ne sait pas. Par contre, on peut avancer ensemble pour essayer de peupler cette incertitude d'espoir, peut-être de transformation. C'est aussi une zone un peu chaotique, une zone sur laquelle on n'a pas d'appui, mais ce chaos, ça peut être aussi intéressant d'en faire d'ouvrir de l'espoir autour de ce chaos. C'est un mot-clé qui est très fort, espoir. J'y pensais dès le début de notre échange en me disant ça, c'est
j'ai l'impression que chaque patient doit avoir au moins un peu d'espoir, que le médecin doit avoir tendance à faire grandir, et le médecin doit aussi avoir de l'espoir. Et l'espoir, je ne sais pas comment le définir, un peu comme une qualité, quelque part une propriété sans quoi la médecine ne pourrait pas avancer. Enfin, faut savoir vers où on se dirige. Le soin vise à aller mieux, et il faut pouvoir savoir que c'est possible, être sûr qu'on peut y arriver, et plus ce truc-là pèse lourd, je crois plus il y a de chances d'aller mieux. Donc créer de l'espoir avec le patient. Oui, carrément. En gros, entre le pessimiste et l'optimiste, les deux font un pari sur le futur. Le pessimiste va plutôt avoir tendance à pas chercher de solution. L'optimiste, lui, va peut-être surfer sur cet optimisme pour aller chercher d'autres manières de faire, de prendre soin. Et il nous faut des médecins profondément optimistes et plein d'espoir, j'imagine. Dans le livre Intelligence émotionnelle, j'ai lu que des patients qui étaient justement optimistes avaient réellement, dans le cadre, là c'était pour des traitements autour des soins du cœur, donc on n'est pas en cancérologie, mais avaient un taux de rémission qui était quand même plus important. Et il y avait un indicateur intéressant aussi, c'était tout ce qui était avant l'opération. Les personnes qui sont un peu négatives ou qui font de l'anxiété, etc., rentrent dans des états, même au niveau bétabolique, qui ont tendance à rendre l'opération plus délicate. Il y a même certains médecins qui refusent de faire l'opération si la personne est trop stressée avant, etc. Okay. Donc cette thématique de l'espoir, pas simplement quelque chose de nébuleux comme une projection optimiste dans le futur, c'est aussi quelque chose qui influence l'état d'être dans le présent et qui a des effets concrets sur la rémission. Donc à défaut, quitte à ne pas savoir à quoi se rattacher, avoir de l'espoir, c'est aussi être optimiste et avoir confiance, ne serait-ce qu'en sa bonne étoile, en son ange gardien, ou avoir la foi en une religion ou quelque chose qui nous le relie à du sens, en tout cas qui va au-delà de cette simple finitude de la vie, aller chercher des ressources qui dépassent, qui peut-être transcendent un petit peu la trivialité de l'existence. Ça me fait penser, il y a pas mal d'études qui ont montré que les patients qui étaient suivis avec de l'hypnose pendant leur opération, que ce soit avec l'anesthésie ou après une opération, guérissent plus vite, se rétablissent plus vite et sortent de l'hôpital plus vite. Alors évidemment, les études, souvent elles sont commentées en disant « Ah, l'hypnose va faire gagner de l'argent à l'hôpital ». Pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Mais je trouve que ça ramène vraiment vers cette idée de la complexité, c'est-à-dire que le soin est le même, mais le fait que la personne soit prise en charge et que sans doute que l'hypnose la déstresse, baisse l'anxiété, crée un lien plus fort peut-être avec quelqu'un qui va accompagner. En fait, on ne sait pas pourquoi ça marche aussi bien. C'est parce qu'on sait le mesurer, on sait dire par exemple que ça réduit de tant de jours en moyenne l'hospitalisation, mais personne n'est capable de savoir dire pourquoi exactement. Est-ce que c'est vraiment l'hypnose ou est-ce que c'est parce qu'on fait de l'hypnose qu'il se passe quelque chose ? Et quand on pense à la complexité, c'est ça, c'est comment on prend en charge le patient, de son accueil, la manière de lui parler. C'est-à-dire qu'on imagine bien que la personne qui fait de l'hypnose avec un patient, rien que dans sa manière de lui dire bonjour, on va faire une séance ensemble, elle est sans doute beaucoup plus présente que dans d'autres soins qui vont quelquefois devoir aller vite, qui sont quelquefois millimétrés. Donc on ne sait pas pourquoi l'hypnose fonctionne, mais on peut se douter que ce n'est pas juste le fait de faire de l'hypnose, c'est vraiment tout ce qui est autour de cette discipline-là. Et je pense que c'est les questions hyper modernes justement sur cette question de la complexité du soin. Et tu as abordé tout à l'heure un point qui me semblait essentiel, c'était le fait tu as utilisé cette formulation que je trouve assez violente, mais intéressante, parce qu'elle peut être répétée, qui est le fait de se dire je me suis fabriqué un cancer. Oui. Par mon hygiène de vie, par mon habitude, et je trouve que je sais pas comment tu abordes ce sujet parce que par rapport à la culpabilité, à tout ça, parce que c'est vrai qu'on parle de l'hygiène de vie, c'était le réflexe dont vous parliez vis-à-vis de ce quand on a fait la futurisation négative tout à l'heure, tu vois. Je l'ai abordé comme un facteur plus. Enfin, je voudrais pas qu'on puisse comprendre que c'est. Tout à fait. On est tous responsables. Enfin, c'est mais justement, cette question de la responsabilité, elle est hyper forte parce que déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie très complexe, le cancer, qu'on ne comprend pas toujours bien, qu'on ne guérit pas à 100%. On la découvre aussi continuellement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'on peut être responsable aussi du déclenchement de la maladie. Et je sais pas, en fait, comment on a... mais c'est parce que cette formule m'a fait penser à ça, en fait. Je dis pas que c'est comme ça que tu l'aurais vécu et tout, mais ce que je dis, c'est que je sais que certaines personnes le vivent comme ça. Et donc, du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut appréhender
une personne qui aurait cette pensée, parce que cette pensée, elle n'est pas forcément rationnelle, elle n'est pas forcément consciente. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose qui vient un peu comme une pensée intempestive. Mais elle est très présente dans notre société. Hein. Tu sais que j'avais entendu des politiques à un moment donné qui se posaient la question, par exemple, de faire payer des assurances maladie plus élevées aux gens qui fumaient. Et en fait, je trouve que c'est se poser la question complètement à l'envers. Dans le sens où... alors bien sûr, factuellement, oui, quelqu'un qui fume a plus de chances de faire un cancer, par exemple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu as des éléments de ton hygiène de vie qui sont, entre guillemets, négatifs que tu vas avoir un cancer, et tu peux avoir une vie très saine et déclencher un cancer aussi. C'est pas corrélé. Et c'est pas forcément corrélé. Et du coup, par contre, l'idée, elle fait que elle peut être dévastatrice, je pense, pour une psyché, tu vois. Complètement. Et c'est ce que je voulais amener, c'est qu'en fait, une personne, en général, si elle fume, c'est pas de bon cœur. Elle peut pas s'empêcher parce qu'il y a c'est complexe, là aussi, ce qui se passe. On peut pas juste dire à quelqu'un non, mais en fait, t'as mangé n'importe quoi toute ta vie, t'es responsable. Bah, peut-être que cette personne, en fait, il y a plein de paramètres de son psychisme qui fait qu'elle n'a pas pu faire mieux, en fait. Et je trouve qu'on va souvent juger un ou deux critères parce que c'est les critères apparents, parce qu'aussi on a une culture du volontaire. On dit aux gens, si tu as un peu de volonté quand même, tu peux perdre du poids, tu es en surpoids, tu peux arrêter de fumer, tu peux arrêter tes addictions et tu as juste à te coucher tôt pour bien dormir. Et en fait, pas si simple. Hein. Voilà, on pourrait se faire croire dans notre société qu'en fait, avoir des bonnes habitudes, c'est juste une décision. Et je pense que on est tous là un peu autour de cette idée-là où on a parlé dans d'autres podcasts, on essaie d'avoir parfois des bonnes habitudes. Toi, tu t'intéresses beaucoup à la question de l'hypersanté. Mais on s'aperçoit que même les gens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est pas facile de prendre des bonnes habitudes, de lâcher une mauvaise habitude, de prendre soin de soi. Parce que notre culture, elle est tellement pas faite pour ça. Par exemple, on a tellement de sollicitations à mal manger que d'abord, il y aurait cette question-là à se dire, est-ce que c'est pas l'individu qu'on doit culpabiliser, c'est peut-être assainir des messages de société, par exemple. Et en effet, je réagis assez fortement à ça parce qu'en cabinet de consultation, j'ai vu tellement de gens qui étaient écrasés par la culpabilité parce qu'on leur dit à un moment donné bah oui, mais là, quand même, vous avez une maladie cardiaque, vous avez 30 kilos en trop, ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Et la personne me dit, mais je peux pas être autrement que ce que je suis. Les gens sont... alors, bien sûr, peut-être qu'on aurait pu les aider, peut-être qu'une thérapie peut aider, peut-être plein de choses, mais les gens se débattent avec tellement de difficultés de vie qu'en fait, parfois, en fait, il n'y a pas d'autre choix à un moment donné que d'être ce qu'ils sont. Et, enfin, voilà, je trouve que cette culpabilité, elle est dure. Et plus on se fait croire que notre volonté devrait suffire à ce qu'on soit bien, plus la culpabilité a tendance à être forte. Donc non, je pense pas que les gens se fabriquent des cancers. Je pense que par contre, on a parfois des mauvaises habitudes, mais par contre, c'est pas simple de les changer. Et parfois, on peut être aidé à changer. Par contre, ça c'est un truc qu'on sait pas toujours, c'est qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à changer nos habitudes. Mais c'est pas toujours simple, hein, même en étant aidé. Et je sais même pas si on peut dire à un moment donné, à part si c'est clairement identifié avec, je sais pas, une profession dans laquelle on est exposé à une substance qui serait cancérigène. Mais sinon, je ne sais pas à quel point on peut identifier ou non la cause d'un cancer. Et à quel point on est au clair parce que cette zone qui peut être un peu floue peut amener à coller les réponses les plus simples en disant il y a un des facteurs facilement identifiables qui était peut-être mauvaise alimentation, quelque chose. Et puis du coup, comme c'était le plus saillant dans le quotidien, on va l'attribuer à ça. Alors qu'il y a peut-être 1000 choses qui nous échappent, dont la génétique, parce qu'elle est très complexe. Comme tu l'as dit avant, mais en parlant de la psychiatrie, tu disais... c'est pas tes mots, mais on n'est qu'à la préhistoire, en tout cas, de cette science, la psychiatrie. Et peut-être que pour l'oncologie, c'est pareil. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur la génétique, notre environnement, sur la biologie. Enfin, il y a plein de choses qui nous échappent. Mais on a souvent besoin, même en tant qu'être humain, le point d'interrogation est compliqué à accepter. Et sur le lien de causalité, c'est important. En général, on a tendance à le faire tout le temps. Le jeu, c'est pas compliqué, juste dire, mettre une cause. C'est aussi reprendre du pouvoir sur soi, non? De se dire, c'est tenter de reprendre du pouvoir sur soi. Il m'arrive ça, c'est parce que j'ai fait ça. Oui. C'est aussi un besoin d'essayer de remaîtriser quelque chose qui nous échappe. Parce qu'en effet, on n'est pas sûr du tout, je pense, dans ces cas-là. C'est que des paris. Enfin, quelque part, c'est compliqué. Enfin, je sais pas si un médecin peut répondre à ça. Complètement. En tout cas, c'est très juste ce que tu dis sur cette question du poids de la culpabilité qui repose sur l'individu seul, et du coup ça vient complètement invisibiliser tous les faits du contexte sociétal et qui du coup pour moi est très nocif en fait. Si une personne, alors oui effectivement alcool, tabac, c'est des facteurs de risque qui sont identifiés pour le cancer, mais effectivement personne ne choisit réellement
picoler tous les jours parce que c'est toujours intriqué dans un réseau beaucoup plus complexe de causalité. Ou de vivre dans une ville où il y a énormément de pollution, qui peut aussi être un facteur de risque. En fait, il peut vite avoir cet écueil de surresponsabiliser l'individu, mais du coup de déresponsabiliser aussi peut-être un contexte dans lequel, par exemple, la pollution, les perturbateurs endocriniens ne sont pas des choses qui sont vraiment prises en charge. Et ça peut faire porter un poids qui est... moi, je travaille beaucoup avec cette question-là. Je me sens responsable et coupable de ma maladie. Et effectivement, remettre cette question de... Mais c'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas si linéaire que ça. Souvent, ça soulage un peu. Ça m'amène à une question. Alors, le chemin n'est pas si évident que ça, mais on parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'euthanasie. Et les médecins sont très, très concernés par cette question-là. Parce que là aussi, il y a une question de... On va dire aux gens qu'ils ont la responsabilité de pouvoir choisir. Et puis en plus, on va demander aux médecins de suivre cette demande-là. Comment toi, tu vis ces débats-là en ce moment et vers quoi ça t'amène? Est-ce que, par exemple, tu penses que les gens qui sont en soins palliatifs, ils ont toujours la faculté de choisir? Alors, c'est une question qui est délicate. Oui, c'est une question... Parce qu'elle fait beaucoup réagir. Ce que je peux constater, moi, clairement, c'est que ce qu'une personne va se dire dans un état où elle va bien et où il n'y a aucun souci de santé, moi, j'accepterai pas d'être dans cet état-là. Moi, je supporterai pas cette condition-là, d'être, par exemple, alitée. C'est une question qui évolue. Et que quand la maladie arrive et que quand le corps se dégrade, peut-être que ce qui paraissait inacceptable à un moment, quand on le vit, on se découvre que en fait, c'est possible de s'y adapter et que ce temps d'adaptation, disons, c'est compliqué de venir anticiper à quel point la personne va pouvoir s'adapter à sa dégradation. Et que c'est important de laisser cet espace-là. Et est-ce que c'est pas justement un risque aussi qu'on fasse peser aux gens qui sont dans des moments comme ça, qui sont évidemment très difficiles, un poids de culpabilité en disant voilà, vous êtes un poids sur la société, pour la société, vous coûtez cher, on manque de lits, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on amène à ça aussi? Moi, c'est une des peurs que je peux avoir avec ces débats-là aujourd'hui. Oui. En tout cas. Ça coûte cher en fait un lit à l'hôpital. Oui, mais je sais. En fait, c'est assez étonnant, mais peu de gens le savent. Pas cette pensée-là. La société commence à faire peser ces questions-là en fait, un niveau. En fait, les débats aujourd'hui sont empreints de ces questions-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui vont quantifier les économies qu'on ferait si les gens pouvaient avoir droit à l'euthanasie. C'est une question que je trouve assez terrible. Affreux. Enfin, c'est terrible de raisonner comme ça. Et de résumer ça à une feuille Excel, c'est de te dire sur ma ligne comptable en B12, je vois qu'on gagne tant de millions. Je ne sais pas si vous savez, mais on quantifie le coût des vies humaines au niveau du calcul de la pollution, par exemple. C'est un calcul qui existe déjà par les experts aujourd'hui. Et les politiques publiques tiennent compte de ça dans les aménagements qu'ils font. Si par exemple on fait un aménagement, je pense à un sujet actuel par exemple, il me semble autour de Paris, qui est de refaire les routes du périphérique avec des sonorités moins fortes, les revêtements qui vont changer les sonorités. Et j'ai discuté avec un élu qui me racontait qu'en fait le budget pour ça étant important, on essaie de l'estimer en vie humaine qu'on va pouvoir sauver. En fait, il leur faut un mode de calcul quelque part, donc ils vont essayer d'estimer les choses. Mais parce que notre société essaie de tout estimer d'une certaine façon. Et dans la question de l'euthanasie, c'est une question qui me préoccupe, parce qu'en effet, je pense que c'est très compliqué de savoir ce qu'une personne va choisir au moment où elle est censée le choisir, et à quel moment indirectement il peut y avoir des facteurs qui viennent, typiquement culpabilité, c'est le lien que je faisais en tout cas, à quel moment une personne prise par la culpabilité va pas se dire à un moment donné, je fais du mal à tout le monde, puis en plus je coûte de l'argent. J'ai l'impression en tout cas quelque chose comme ça qui commence à être induit. En tout cas, c'est une peur aussi que je peux avoir, parce que je vois à quel point en travaillant en soins palliatifs, si cette question-là de j'en peux plus, là j'ai envie de mourir, elle vient, elle vient. Si on se donne pas le temps d'en parler, de comprendre ce qui fait ça et d'aller décortiquer ce qu'il y a derrière, parce que cette question-là, on passe à côté de tout, en fait, de tout ce qui donne le sens à ces derniers instants de vie.
Et donc le risque qu'il n'y ait plus cet espace d'aller creuser ce qu'il y a derrière la demande, c'est de passer à côté de toute la complexité de cette situation, en fait. Parce qu'il peut y avoir un moment où juste t'en as marre et t'as envie que ça s'arrête. Et puis... J'ai une question, mais peut-être encore plus précise, mais de ton expérience de ça. Est-ce que ça t'est arrivé de voir des gens qui étaient à ce moment-là, de dire là, je veux arrêter, et qui ont finalement survécu? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Et là, j'ai en tête une patiente qui chantait, qui était chanteuse, et qui supportait pas de voir son image se détériorer, de plus pouvoir être autonome comme elle voulait, et donc qui est vraiment venue avec cette demande. Elle était en soins palliatifs, ça suffit, j'ai envie que ça s'arrête, aidez-moi à mourir. Et il y a eu tout un travail avec elle sur... en gros, pour résumer un peu l'histoire, mais elle s'est remise à chanter dans le service de soins palliatifs, quoi. Alors, c'était génial pour les soignants aussi. Il y a eu, du coup, des petits concerts comme ça dans sa chambre. Et ça a remis de la vie et de l'espoir là où, pour elle, c'était terminé, quoi. Il y avait plus de... Mais en fait, si on n'avait pas ouvert ce qu'il y avait derrière cette demande, cette souffrance, on serait passé à côté de moments assez, hyper importants. Il n'y a pas si longtemps, pour une personne proche qui avait désiré, lors d'un état en bonne santé, qui avait dit « je ne veux pas être réanimé s'il m'arrivait quelque chose ». Elle avait formulé auprès de ses proches. Au moment venu où la question s'est réellement posée, donc après problème de santé, personnes âgées, etc., tout l'entourage s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le truc un peu simple qu'on se représente avec c'est le moment et ça va pas, donc elle ne veut pas être réanimée. C'est souvent une zone un peu grise dans laquelle c'est temporaire, mais ça va quand même, mais elle n'est pas dans le cliché du le coma et du coup, plus possibilité de quoi que ce soit, donc ne pas réanimer. Là, c'est plus est-ce que l'intervention chirurgicale est nécessaire ou non, pèse le pour et le contre, et c'est une zone un peu grise dans laquelle on ne sait pas trop se positionner. Et ce que tu dis, ça faisait résonner ça en se disant c'est jamais si clair, c'est jamais c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas bien, c'est pas mal. Il y a la notion du temps, il y a le jugement, est-ce qu'il est correct à ce moment-là, mais est-ce qu'il est correct, il était correct avant, lorsque la décision était prise. C'est hyper complexe et je sais même pas s'il y a une bonne façon de faire au final. Tout sera discutable sous un nouveau point de vue, à un autre moment de la vie. Ouais, moi, je pense que c'est hyper important de réhabiliter cette complexité, en fait. J'ai très peur des systèmes qui viennent trop simplifier les choses. Oui. Parce que pour moi, c'est un peu un écueil qui peut arriver, et du coup, qui peut faire prendre des décisions. Oui, même le je ne veux pas être réanimé, par exemple, c'est oui, mais dans quel contexte quand il se passe quoi? On ne te réanime pas. Et ce truc-là, il est complexe et oui, c'est bien à mettre au centre de la table. Est-ce que la personne qui la personne qui peut choisir n'est pas la personne qui est concernée directement a priori? Alors, est-ce qu'il y a la personne qui est justement en soins palliatifs ou qui se rapproche peu à peu de la mort, est-ce que c'est pas à elle de choisir de son dessein? Carrément, oui. L'idée est certainement pas d'aller dire votre belle-mère a décidé ça. Donc, non, c'est vraiment l'idée d'être plus juste. Et en fait, ça crée des enjeux hyper complexes dans les familles, ça, ces situations, avec parfois les proches qui ont du mal à voir la souffrance et qui, du coup, peuvent souhaiter le décès, mais en même temps, sans vouloir énormément de souhaiter le décès. On en arrive à des situations... Mais non, en tout cas, pour répondre clairement à ta question, non. L'idée, c'est vraiment de respecter au maximum la volonté du patient et certainement pas évidemment de prendre en compte ce qui se passe dans l'entourage. Et c'est bien un des endroits, les soins palliatifs, où la famille est le plus inclus. Et c'est marrant parce qu'on parlait de la question de l'espoir aussi. Et c'est aussi un des espaces où il y a cette place de la religion aussi. C'est souvent dans ces questions-là que... la foi revient est réanimée. J'ai l'impression qu'il y a un beau triptyque entre l'espoir, la confiance et la foi. Dans ce genre de... Tu parlais de l'espoir tout à l'heure. Peut-être que le niveau avant l'espoir, c'est la confiance et au-dessus, c'est la foi.
tout cas d'un niveau très concret, c'est un facteur protecteur. Le fait d'être dans cette foi. Est-ce que les enfants ont plus la foi que les adultes? Est-ce que tu disais que tout à l'heure ils avaient une forme de naïveté, etc. Est-ce que cette naïveté, elle les pousse à ne pas être plus optimistes déjà? Oui, oui, carrément. En fait, c'est même bouleversant. C'est des leçons de vie au quotidien de voir ces petits bouts dans les services avec leurs pieds à perf et qui sont à éclater de rire, qui font la course, c'est très vivant en fait, hein, étrangement, un service de pédiatrie oncologique. Et puis après, il y a aussi encore plus cette démarche, tu vois, tous les mercredis, il y a atelier crêpes, donc ça sent la crêpe dans le service, il y a des clowns qui viennent, enfin, il y a ce truc peut-être plus concerné pour... J'avais vu des images avec des enfants qui allaient au bloc opératoire avec des costumes de super-héros. En petite voiture, ouais. Pour... c'était touchant. Oui. Tu parles de leçons de vie. Est-ce qu'il y a des leçons, toi, qui en tant que femme t'ont vraiment touchée en relation avec un patient, que ce soit un enfant ou un adulte? Écoute, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'apprendre au quotidien, en fait, d'être à une école de la vie comme hyper précieuse. Une situation particulière. Écoute, c'est marrant, mais celle qui me vient, celle qui me vient, c'était vraiment une Tati Daniel qui vivait un peu en ermite chez elle, avec un syndrome de Diogène, donc elle accumulait tout chez elle. Mais elle était hyper attachante. Alors, elle envoyait bouler tout le monde dans sa chambre. Enfin, tu vois, elle mettait vraiment en rogne les médecins parce qu'elle leur parlait comme elle parlerait à n'importe qui, quoi, tu vois. Mais vraiment avec ce truc de... mais en même temps avec une humanité que j'ai rarement vue. J'ai l'impression qu'elle venait réanimer quelque chose qui s'était perdu, en fait, dans cette asepsie un peu de l'hôpital. Et en fait, elle venait... Alors, elle fumait... Elle fumait devant l'hôpital, devant le panneau interdiction de fumer. Elle était là dans son petit fauteuil roulant. Et en fait, elle montrait, donc elle avait son petit chien et elle montrait des photos de son petit chien à tout le monde. Et du coup, elle créait vraiment une espèce de communauté autour d'elle où tout le monde se prenait de sympathie. Malgré son caractère pourri, mais c'était la coqueluche, quoi, tu vois. Enfin, et j'ai l'impression, alors elle est décédée, mais ça a été un parcours très émouvant de l'accompagner aussi vers ça. Mais c'est comme si elle avait réanimer quelque chose dans l'hôpital de ce lien, en fait, où les patients commençaient à se parler les uns aux autres, où il y avait la patiente d'en face qui venait lui apporter des petits gâteaux dans sa chambre parce qu'elle pouvait pas... Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc-là qui, pour moi, fait tellement partie du soin et pas protocolisé. Et je trouve ça dommage. Enfin, non, je trouve pas ça dommage que ce soit pas protocolisé, mais je trouve ça dommage que ce soit invisibilisé parce qu'il y a vraiment quelque chose de la vitalité à réinjecter dans les lieux de soins. Elle apportait du vivant et de la poésie. Ouais, ça c'est vraiment remettre de la poésie et du vivant et de l'art et de la magie dans les lieux de soins. Oui. Pour moi, c'est l'essence de la médecine et ça s'est perdu en cours de route. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire assez facilement? Est-ce qu'il n'y a pas un agencement de l'espace, une suggestibilité à créer dans les mots? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Complètement. Il y a vraiment cette idée que tout prend soin et que du coup l'architecture d'un lieu, c'est déjà quelque chose qui prend soin. Le fait qu'il y ait des espaces verts, le fait qu'il y ait accès à la nature, ça a été quantifié, que ça augmente la rapidité du rétablissement, si on parle de la logique hospitalière. Mais même, il y a des architectes qui réfléchissent vraiment à comment faire circuler la lumière dans un espace de soins. Les plats, en fait, la cuisine. Je trouve ça fou à quel point c'est un impensé du soin, la cuisine de l'hôpital, alors que c'est la base de la santé. Donc il y a tout ce courant de la médecine intégrative qui vient aussi réfléchir ces questions-là, en fait. C'est des questions de normes, ça? Je sais que c'est le cas dans les écoles, par exemple, où c'est pas des questions d'argent, c'est des questions de normes. Est-ce que c'est aussi ça? Oui, il y a un truc un peu hygiéniste, mais trop, en fait, qui vient du coup couper je parle de vitalité, mais je pense que c'est hyper important de le réhabiliter comme un indicateur de santé, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que l'appareil, les politiques publiques parlent souvent de faire un choc de simplification, des choses comme ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est un truc qui va venir à l'hôpital à un moment donné, de venir enlever quelques normes qui sont peut-être un peu pesantes pour la liberté des soignants, pour la liberté des patients aussi?
Est-ce que tu penses qu'on va aller vers ce mouvement-là? Est-ce que tu le vois possible? Alors, je suis plutôt optimiste. Ouais. En tout cas, j'ai envie de créer d'autres modèles et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Tu sais, il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Hamon, que j'aime bien, et qui parle de la question de l'efficacité et de la robustesse et comment un système efficace parfois est beaucoup plus sensible aux crises. Sans rentrer dans le détail, mais il prend cette métaphore que je trouve très belle des murmurations, ces nuages d'oiseaux, là, vous voyez, qui avancent comme ça en groupe. On a l'impression qu'il y a une cohésion incroyable. Et ce qu'il dit, c'est que dans ces mouvements, c'est pas ceux qui sont au centre qui dirigent de la direction, parce que eux sont complètement aveuglés et ne voient pas où ils avancent. C'est plutôt les oiseaux en périphérie qui vont inventer d'autres manières de soigner, inventer d'autres modèles, et qui vont petit à petit, parce que le modèle fonctionne ou parce que influencer le mouvement général. Donc je crois beaucoup à ça. Et comme une invitation à l'exploration, du coup, peut-être dans un cadre, comment est-ce qu'on fait justement ce lien entre explorer de manière intelligente comme ça et aller découvrir peut-être des pans auxquels on n'a pas pensé et préserver tout de même un cadre, une structure? Ouais. Je pense que la démarche scientifique, elle est belle pour ça, en fait. C'est vraiment une démarche du curieux qui se demande comment faire évoluer, ou comment... qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et du coup, je pense que c'est une bonne... C'est pas une démarche de sachant. Le scientifique, c'est pas celui qui est dogmatique, c'est celui qui se dit essayons ça, mais essayons-le en gardant cette hygiène de je vais essayer d'explorer. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est aidant? Et puis pourquoi ça fonctionne? Je pense que si on reste dans cette curiosité-là et cette rigueur-là qu'implique la démarche scientifique, alors on est plutôt dans une bonne voie. Tu parlais de ceux qui étaient en marge et qui donnent la direction du groupe. Aujourd'hui, c'est quoi les médecins qui sont en marge? Parce que est-ce qu'il y en a? C'est quoi leurs initiatives? Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te touchent en ce moment, justement, qui donnent un peu d'espoir dans cette direction? Alors du coup, je participe à ce mouvement de ce qui s'appelle la médecine intégrative. Et donc il y a tout un champ comme ça de recherche sur... on parlait des lieux de soins, on parlait du rapport à l'environnement. Il y a comme ça des petits modèles qui sont en train de s'ouvrir, des modèles de cliniques, de structures, avec de l'agriculture, de la permaculture qui vient nourrir les petits plats de l'hôpital, des jardins thérapeutiques, des consultations qui peuvent se faire en extérieur. Ça, j'ai un ami psychologue qui n'a plus de cabinet de consultation et qui fait tous ses entretiens en marchant à l'extérieur. Et ça, je trouve ça hyper inspirant parce qu'évidemment, on parlait de la cognition incarnée tout à l'heure. Tu ne penses pas de la même manière quand ton corps est en mouvement. Tu n'actives pas du tout les mêmes fonctionnements, les mêmes mécanismes. Et puis, la nature est un vrai co-thérapeute, en fait. Le fait de... Tu as plein de métaphores dans la nature, tu as plein de... donc, il y a des idées comme ça qui sont inspirantes. Il y a un docteur qui est connu en France, qui a créé un centre qui s'appelle le Centre Ressources, le docteur Mouisset, qui est un oncologue, et qui, lui, fait partie de ces acteurs, justement, qui peuvent être identifiés comme étant les oiseaux qui explorent aux frontières. Ça fait plusieurs années, et d'ailleurs, pour ceux qui ont envie éventuellement de donner des dons, je mettrai peut-être le lien en description, il cherche à créer un centre dans un grand château, vraiment où accueillir des patients et faire tout un travail sur tout ce qui est médecine intégrative, justement, les soins à côté, des traitements, etc. Donc oui, je pense qu'il y a des gens, lui en tout cas c'est le seul que je connais vraiment, qui est engagé sérieusement dans cette voie et qui travaille très bien. Mais je pense qu'il y a d'autres médecins qui le font aussi. Je pense à Chloé Bramy, du coup, avec qui je travaille, qui a son école de médecine intégrative et qui est en train de construire un lieu de soins aussi un peu sur cette... Comment ça s'appelle? Chloé Bramy. Et son centre, pardon? Son centre s'appelle MU. M-U. Là, ça fait quelques ressources pour ceux qui sont curieux. Super. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres aussi qui sont très intéressants. Si vous voulez mettre des petites listes en commentaire sur vos connaissances justement d'endroits où il se passe des choses un peu différentes. Peut-être qu'il y a des gens qui savent, tout simplement, parce qu'ils ont expérimenté. Pour trouver les oiseaux qui sont en périphérie, qui peuvent initier de belles choses pour les hôpitaux de demain, les cliniques de demain. Et c'est chouette, il faut bien que ça commence quelque part, il faut bien des personnes qui sont un peu précurseurs, qui arrivent à explorer, et c'est chouette. Et c'est chouette que toi tu puisses le faire et que tu fasses avancer les choses comme ça. Comment tu vois la médecine de demain? Imaginons que ça prenne cette belle tournure. J'aime beaucoup penser à l'avenir. Et je peux en plus me dire,
à quoi ressemblera le monde de demain. Je pourrais parler de l'IA encore là-dedans, parce que, petite parenthèse, il y a un super sujet là-dessus où, quand on parle des futurs ordinateurs qui sont à venir et qui commencent déjà à être créés, quand on parle des microprocesseurs, enfin des processeurs quantiques qui permettront d'avoir une puissance de calcul folle, on va permettre à la pharmacologie d'évoluer très vite pour avoir des molécules qui peuvent être hyper complexes et répondre à des véritables besoins de patients. Donc ça voudrait presque dire des molécules qui sont des thérapeutiques aujourd'hui difficiles à créer ou à imaginer, qui pourraient répondre pile poil, au millimètre, aux besoins biologiques d'une personne. Bref, des potentiels qui sont assez énormes. Imaginons un avenir positif dans lequel ces différentes thérapies peuvent s'intégrer, enfin une médecine intégrative peut prendre place. Comment toi tu l'imagines idéalement, le monde idéal de demain, la médecine idéale dans 10 ans, nous sommes en 2035. Ça ressemble à quoi pour toi? Ouais, c'est marrant parce qu'effectivement, ça va tellement vite. Ouais. Et la place de l'IA est, à mon avis, ça va être vraiment un acteur important du soin. Et j'ai l'impression, et c'est déjà un acteur important du soin en fait, les diagnostics qui déjà se font. Ouais, en psychiatrie aussi. Alors peut-être en psychiatrie, c'est l'endroit où c'est le plus. Et quoique pour le choix des traitements, Ouais. pour le choix de la bonne molécule. Un ami en médecine interne qui me dit mais je n'arrête plus maintenant, tu vois, avec toutes les listes de symptômes, je rentre ça. Enfin, donc c'est vraiment une aide au diagnostic. Je pense que ça ne peut que s'amplifier. J'avais vu une stat, je me permets la toute petite parenthèse, on va la retrouver, mais en fait c'est dans une des disciplines de médecine, une spécialisation. Il y avait un comparatif dans les 3 cas de figure, l'IA seul pour un diagnostic, le médecin aidé de l'IA, ou l'IA seul. Enfin, l'IA seul, le médecin seul, ou les deux. Et puis, en fait, on se rend compte que parfois, l'IA plus médecin peut être plus faible que l'IA toute seule, en fait. Oui. Et je ne sais plus dans quel domaine c'était. En fait, finalement, ma partie optimiste se dit ça peut aussi être une manière d'aller encore plus ouvrir cette question du lien, en fait. De mettre plus le projecteur dans le soin, dans les structures de soins, sur l'importance du rapport humain, puisqu'on va enlever cette question très technique et le déléguer, pourquoi pas à l'IA, ou en tout cas, peut-être, j'aimerais que ça laisse du coup beaucoup plus de place. Il restera que des psychiatres du coup. Une fois que l'IA pourra opérer. Bah oui, enfin même qu'il y ait des bonnes... Imaginons les bonnes molécules pour chaque problème, même de la prévention ultime, en disant voilà, on peut faire un dépistage des années à l'avance d'une potentielle pathologie et imaginer un rétablissement à l'avance, je ne sais pas, ou une médecine préventive en tout cas très efficace. Oui, il ne reste plus que le psychiatre, tu as raison. Et puis toute cette dimension de qu'est-ce qui prend soin en fait, du lieu, du rapport humain, du contact. Je pense toujours à l'avenir. J'ai cru comprendre que là, les traitements pour les cancers avançaient énormément, que dans les centres expérimentaux, je crois que c'est à Gustave Roussy, c'est ça, le centre vraiment expérimental en Ile-de-France, où on commence à tester des traitements, alors très coûteux, il me semble pour l'instant, mais qui pourraient, à peut-être 10-15 ans, guérir d'à peu près tous les cancers. C'est quelque chose qui paraît concret, ou c'est encore des effets d'annonce? Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce niveau-là? Ce qui est compliqué, c'est que tu as aussi une augmentation de l'incidence des cancers. Enfin, en tout cas, on prend de plus en plus conscience de l'impact de l'environnement. Oui. Donc les traitements, c'est une chose, mais l'environnement restera le truc... Je pense que c'est important de le rentrer dans l'équation aussi, qu'il y a besoin de réfléchir aussi à... Trop pousser le comment traiter sans réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de l'incidence de ces maladies dans notre société, mode de vie, environnement. Juste pour préciser, augmentation de l'incidence, ça veut dire quoi exactement? Alors c'est par cancer, j'ai plus les chiffres, mais sur le cancer du sein, il y a une grosse augmentation. Je vous mettrai en source peut-être le chiffre exact, mais sur les 30 dernières années, il y a de grosses augmentations. Ouais. Qui sont liés à des facteurs environnementaux en partie, au moins. En tout cas, on a vraiment des preuves de l'impact des facteurs environnementaux, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc ce serait dommage de l'invisibiliser, en tout cas.
Ces facteurs-là, ils se trouvent à quels endroits exactement? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans les aliments? Est-ce que c'est dans le vin? Je sais pas. Alors, je veux pas terminer sur une vague un peu de panique, mais disons que c'est des choses, c'est tous les microplastiques, dans les aliments, donc c'est compliqué d'aller isoler un endroit dans lequel ils sont. C'est quelque chose qui est... Il n'y a pas des régions où c'est particulièrement touchy. Moi, je pensais à l'eau et à la nutrition en particulier. En tout cas, oui, c'est ça, dans les aliments. Mais après, il y a des méthodes. Il y a une enseignante à MUC, Tania Prachev, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est vraiment géniale là-dessus, qui a beaucoup documenté l'impact, qui parle de cette santé environnementale, en fait, et du coup, l'impact de l'environnement sur... alors, l'incidence des maladies, mais du coup qui propose aussi des solutions hyper concrètes de comment je cuisine, comment je conserve mes aliments dans des choses en inox ou en verre, enfin voilà, des petits trucs qui permettent quand même de... Les microplastiques, c'est vrai que c'est un sujet de plus en plus abordé. Ouais. Est-ce que ça vous parle, un endroit au Japon où il y a beaucoup de centenaires, où il y a une zone bleue? C'est les zones bleues? Oui. D'accord. Je pense que tu connais plus que moi, j'avais juste cette idée vague d'endroits dans le monde dans lesquels les gens vivaient mieux. Et plus longtemps. Ouais. Il y a quelques zones comme ça qui ont été identifiées, qu'on appelle les zones bleues. Et qu'est-ce qui fait qu'une zone est bleue, du coup? C'est plus le cas au Japon. L'alimentation? Le Japon, oui, je crois que c'est en effet... c'est plus trop le cas maintenant. Parce qu'ils ont installé beaucoup de fast-food, etc. Et donc c'est plus trop une zone bleue, en vérité. Le fait, en effet, que justement les zones perdent leur spécificité fait que ces zones-là, elles sont en fragilité. Mais il y a des gens qui se posent la question de voir comment est-ce qu'on pourrait créer aujourd'hui des zones bleues. Et je trouve que c'est une idée qui est assez géniale. Les îlots de centenaires. On fait un appel. S'il y avait par exemple un maire d'une ville en France qui disait « Moi j'ai envie de créer une zone bleue dans ma ville », comment il faudrait faire pour créer une zone bleue? Et là on mettrait en place des solutions pour l'alimentation, pour l'environnement, pour la qualité du sol. Et puis, je crois que dans les facteurs qui reviennent, et c'est ce dont tu as parlé, le lien est important. C'est des endroits où les gens ne sont pas seuls. Il y a encore des effets de communauté. C'est pour ça que c'est souvent des lieux insulaires. Les îles ont tendance à favoriser ça. Il y a l'alimentation. Alors, il n'y en a pas qu'une, puisqu'entre le Japon, le régime crétois, etc., il peut y avoir plusieurs alimentations qui offrent ça. Ouais, dans notre territoire, c'est l'alimentation méditerranéenne un peu qui marche bien avec... Et donc facteurs sociaux, facteurs d'alimentation, facteurs de pollution aussi sans doute. Pour une fois, on est dans des zones qui sont assez peu peuplées en général. Et sans doute aussi... le mouvement. Ah oui. Le quoi? Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement, le fait de marcher, de se déplacer pour faire ses courses, d'avoir une bonne mobilité. Par exemple, tu parlais des Japonais, mais eux, ils sont souvent accroupis, par exemple, donc ils ont une bonne flexibilité des hanches. Il y a, tu vois, de la souplesse, de la flexibilité du mouvement. Mais venez, on fait une communauté, et puis du coup, on se retrouve, et puis il y a l'artisanat aussi, l'art. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis, on fait une communauté, et si vous vous abonnez, et bah, du coup, vous pouvez rejoindre notre communauté. Il y aura l'huile d'olive et de la poterie. L'huile d'olive qui est un super hack de santé, effectivement. Ouais. Oméga 3, tout ça, c'est ça? Les acides gras, ouais. Ok. Après, il y a aussi pas mal d'acides gras dans le poisson, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup de microplastiques. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on conseille de consommer des petits poissons, du hareng, des sardines, des anchois, etc. Parce que le saumon, il y a des métaux lourds, il y a plein de choses qui sont pas chouettes dans certains poissons. Vous savez que c'est marrant parce que moi, il y a une vingtaine d'années, j'étais beaucoup invité dans des congrès de nutrition, des congrès médicaux, et je venais parler d'hypnose. Il se trouve que j'avais rencontré une communauté de gens. Et quand ces personnes-là parlaient de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds et tout ça, en fait, ils étaient un peu qualifiés de complotistes. Et je ne sais pas à quel moment, en fait, on a convenu que finalement, oui, ils avaient raison. Et je me pose cette question, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens qui lancent des alertes comme ça, et qui à l'époque disaient... Il y a des stades, c'est un complot, et après c'est accepté. Ouais, mais c'est assez fou. Parce que vraiment, sur la question des métaux lourds, je me rappelle que je sortais une fois d'un congrès comme ça, puis j'en parlais à des gens qui disaient non, mais ça, c'est des théories, vraiment, tu sais, non, il y a pas, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est un problème de santé publique complètement reconnu, avec des gens qui cherchent des méthodes pour essayer de contrebalancer ça. Et c'est une question que je me suis posée récemment, me disant à quel moment, en fait, le monde avait basculé. Mais je me demande, ces personnes-là, en fait, comment ils ont porté ce message-là assez longtemps. Comment, à un moment donné, en fait... ils doivent être plutôt contents que le message ait été entendu, mais je sais que ça a été une lutte assez dure de faire reconnaître qu'il y avait par exemple même des microplastiques. Au début, on voyait ça comme étant un mythe, en fait. Non, il n'y a pas de problème de plastique. Aujourd'hui, on peut même le tester soi-même, les métaux lourds.
Ah oui. Ouais, il y a un je sais test qui est le meilleur Ok. test en France, c'est Méthodiag. D'accord. Tu peux faire jusqu'à 35 métaux lourds. Ok, je savais pas. Ok, super. Ça coûte un peu cher, mais Méthodiag. Mais Moi, tu je l'ai vois, fait quand récemment, on ça, c'est pas trop. Ah, On n'est pas vas-y, dis-nous. sponsorisé. Non, c'est pas du tout sponsorisé, c'est des laboratoires Est-ce que privés. tu veux bien on n'a nous partager pas du tout ton intérêt résultat à- pour savoir ce que tu consommes et ton résultat? Moi, ça m'a permis d'identifier qu'il fallait que je change mes poils. Tes poils. Mes poils. Je l'ai compris dans un deuxième temps. Les poils. Ramener suis des rasé. rasoirs pour Damien. J'ai changé tous mes poils. C'était un enjeu, ouais, les poils. Il y avait Les téphales, enfin les tout ce trucs, qui est en fait tout ce qui est des poils avec des revêtements, elles contiennent des PFAS et aussi des métaux lourds, etc. Le Donc, téflon, en fait, c'est ça. ouais, il faut Ouais. supprimer idéalement. on peut s'en débarrasser. Enfin, si on arrête de consommer comme ça, ou ça fait partie des métaux qui restent à vie dans l'organisme? Alors il y a des processus de détox. Il y a certains aliments qui permettent cette détox. Je suis pas vraiment expert dans ça, donc je peux pas spécialement donner de conseils. Mais derrière, les laboratoires en général orientent vers des suppléments ou des modes alimentaires qui permettent de travailler son terrain. C'est marrant parce que je me dis qu'on a la recette. On sait comment faire pour vivre vieux, en bonne santé. On peut parler du bien-être, c'est un peu notre spécialité ici. Enfin, je crois c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais là, en discutant avec toi, on se rend compte qu'il y a peut-être des petites choses qui contribuent à... Enfin, il y a des choses chouettes qui peuvent contribuer à une bonne santé, à vivre bien. Et ça paraît en fait assez accessible quand on discute comme ça. On se dit, bah oui... Changer ses poils. Changer ses poils, se raser. Mais c'est Et vrai puis, que je constate, tu vois, tu parlais d'hypersanté et tout ça, et c'est vrai que ces derniers temps, moi je traversais des passages où je sentais que je vieillissais un peu, j'avais moins d'énergie, et j'ai commencé à m'intéresser davantage à ma santé. Et donc à faire aussi des tests de mon propre gré. Je me suis renseigné sur des tests qu'on pouvait faire en laboratoire, des tests des acides gras, vitamine D, identifier s'il n'y avait pas des carences et tout ça. Ce qui m'a permis entre autres de constater que j'avais certaines carences qui étaient assez importantes, sur lesquelles je travaille en ce moment du coup avec une supplémentation ciblée, et de conscientiser au passage qu'il y a plein de laboratoires qui font même la promotion voilà, il faut une sensibilisation, on ne peut pas parler vraiment de promotion, sur le fait qu'en fait on peut se responsabiliser et aller soi-même faire une demande pour obtenir voilà, des détails sur sa santé, et peut-être mettre en place une supplémentation ciblée, un accompagnement avec un médecin en médecine intégrative, etc. Tout ça, c'est des outils qui sont c'est accessible. utiles, Ça peut être cher accessibles. pour certains tests, Voilà. mais C'est pas tout forcément à portée de main. de la prévention pour le cancer, mais c'est juste de l'hygiène de vie. Et voilà, savoir simplement est-ce que ce que je mange aujourd'hui est vraiment efficient en termes de santé. Souvent, on se rend compte que pas tout à fait, en fin de compte. C'est difficile d'avoir tous ces apports en vitamine C sans se supplémenter. La vitamine D, on est souvent à l'intérieur, donc du coup... la plupart du temps, c'est même impossible en fait en hiver d'avoir ta vitamine D avec une exposition suffisante. Il faudrait être, je sais pas, les manches découvertes, être dehors le matin, faire une pratique de sun gazing, à regarder le soleil comme ça pendant 1 heure. Personne ne C'est fait vrai qu'en ça. plein mois de décembre. La vitamine B12 qui est essentielle, souvent on est carencé. Les acides gras aussi, c'est un enjeu fondamental, notamment pour le cancer du sein. Par les oméga 3, oméga 6, etc., qui sont importants, pas toujours assimilables, même quand tu prends de l'huile de lin, etc. Il y a des croyances, le fait qu'on pense que dans le thon, il y a des acides gras, alors qu'en fait, c'est pas si efficient que ça de manger du thon. Enfin, voilà. Donc, ouais, je pense qu'on peut, avant même d'être malade, en tout cas, dans une perspective de santé, d'optimisation, peut-être de compréhension de ce qui fait qu'on se sent en meilleure vitalité et en forme, déjà faire des démarches personnelles, c'est possible. On s'est dit qu'un jour on ferait, et dites-nous en commentaire si ça vous tente, un épisode sur la question de l'anti-vieillissement. Moi, j'aime pas trop l'appeler comme ça, parce que ça donne l'impression que... La longévité ? Ouais, de la longévité. Il me semble que ça a été présenté un peu comme ça, là, parce qu'il y a un peu une mode de ça aux États-Unis depuis quelques années, et les médias français l'ont traité comme une sorte de quête d'immortalité. Et je trouve que ça fait un peu... Ça ridiculise un peu le truc, parce qu'on a l'impression que c'est des personnes qui sont en refus d'une loi de la vie qui fait qu'à un moment donné, peut-être le corps vieillit. Mais en fait, la question de ça, de longévité, c'est de vieillir en bonne santé. Et c'est vrai que toi, tu commences à collecter pas mal d'infos là-dessus. Et voilà, dites-nous si ça vous plairait un jour qu'on fasse un épisode sur ça, peut-être avec un invité aussi qui serait spécialiste. spécialisé. Mais après, c'est pas parce qu'on s'engage dans ce chemin qu'on se rend pour autant responsable même du fait de tomber malade. Je veux dire, Bien sûr. tu peux tomber malade et c'est pas forcément à cause du fait que tu as oublié un supplément ou qu'il y a un paramètre dans ton hygiène de vie. Tu parlais de perturbateurs endocriniens. Peut-être qu'aussi la relation à soi, les émotions ou un traumatisme peut aussi être un facteur déclencheur. Aujourd'hui, je sais pas si on a vraiment une réponse claire là-dessus. Mais... L'information, c'est toujours une première étape.
Ensuite, on en parlait tout à l'heure, changer, c'est pas toujours simple. Surtout quand on a été éduqué d'une certaine façon, surtout quand on a des problématiques de vie. Enfin, on le voit, hein, quelqu'un qui est stressé, il a tendance à manger moins bien, en fait. Et c'est pas qu'il veut se faire du mal, c'est qu'il a besoin, à un moment donné, de trouver une manière de se faire du bien. Et en fait, c'est compulsionnel, donc c'est pas décidé volontairement. Donc l'information, l'aide au travail sur les comportements. Et puis après, je pense que c'est aussi prendre du plaisir à prendre soin de soi. Et ça, c'est pas du tout dans notre culture. C'est vu comme étant égoïste de prendre soin de soi. Et on a besoin de transformer un apprentissage profond dans notre société. C'est bon de prendre soin de soi, c'est plutôt ça peut devenir un plaisir. Il n'y a pas à culpabiliser, au contraire, il y a juste à se réjouir en fait, de tenir, de prêter attention au corps, à nos échanges et à tout ça. Il y a vraiment une culture, je trouve, à recréer. S'il y avait un message sociétal, ça serait ça. Ouais, je dirais même que c'est un axe de responsabilisation importante, parce que quand on prend soin de soi, on évite aussi d'une certaine manière d'être un fardeau pour les autres à certains moments. Donc je pense que c'est important si on a un pouvoir d'action, autant agir sur soi tant qu'on peut. Et puis il y a cette idée effectivement d'y remettre aussi du plaisir, parce qu'il y a un peu cette idée de quand on veut, on peut, ou cette idée de quand j'ai l'information, alors j'ai plus d'excuses pour ne pas changer. Oui. Et en fait, dans ceux qui s'intéressent un peu à ce qui s'appelle le gap intention-action, donc c'est qu'est-ce qui fait que j'aimerais bien, mais je vais pas du tout aller mieux manger ou faire plus de sport. L'information, c'est qu'un tout petit ingrédient qui va faire qu'on va passer à l'action. Il y a un peu ce mythe de les gens n'aiment pas changer, mais si quelqu'un vit dans un tout petit studio et qu'on lui propose une villa avec piscine, il n'aura pas trop de problèmes à changer. Donc il y a tout ça pour dire qu'il y a quand même l'ingrédient émotionnel, envie, joie d'aller vers le changement, qui est bien plus pesant dans la balance que l'information brute, en tout cas. Je trouve qu'il peut y avoir un vrai plaisir à se cuisiner des repas qu'on aime bien, en essayant d'utiliser des bons ingrédients. Il y avait un précepte qui était de toujours manger quelque chose qui court, qui vole ou qui pousse de la terre. Tu vois, tu suis le truc ou pas ? Jamais un élément transformé, jamais quelque chose qui... Une patate volante, quoi. Voilà, et autant... J'étais en train de chercher un truc comme ça. Autant que possible, avoir un contact réel avec ce que tu manges. Oui. Avec tes pas transformer, le plus nature possible, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Là, si tu peux avoir les œufs qui viennent directement du poulailler, les légumes qui viennent directement tu parlais tout à l'heure de permaculture, de ton potager, le fait de les cultiver aussi, il y a un lien d'amour, de relation, on a envie de prendre soin de ce qui pousse. Alors, toi qui as été parisien, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Alors moi, j'ai pas été parisien. J'étais en Seine-et-Marne. T'étais en Seine-et-Marne. Donc j'ai toujours été plus ou moins dans la nature. Ok. Il y a toujours eu un potager à la maison, un truc en relation avec la terre. Je trouve ça génial de terminer comme ça. Enfin, je trouve ça hyper optimiste. Et puis on reste avec cet espoir de se dire qu'on peut faire les choses bien pour vieillir bien, prendre soin de soi, et de se dire que c'est à portée de main. Enfin, je retiens vraiment ça, que c'est à portée de main. Donc à part s'abonner, je pense que les gens retiendront qu'il faut. C'est lourd là pour le coup, hein, je pense. Ça créera une zone bleue. Abonnez-vous, ça créera une zone bleue sur Internet. Ça, c'est une bonne phrase. Ok. Est-ce qu'on arrive au bout de ce podcast ? On aurait pu continuer encore pendant longtemps. Ouais, je sais. Je crois qu'on est à peu près au bout. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites partager de ton expérience professionnelle, et profiter de ces quelques instants encore ici pour nous parler de quelque chose qui te tient à cœur? Écoute, je pense qu'on a ouvert plein de portes. Il y aurait matière à continuer dans toutes les directions. C'est déjà bien d'avoir ouvert tout ça. J'ai pas un truc qui me vient. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est large. On a abordé plein de sujets différents. C'était passionnant. Je commence par un grand merci pour tout ce que tu as pu partager ici, pour ta présence. C'était vraiment très chouette et agréable de discuter. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci d'être venu au coin du feu. On met une bûche, du coup. On met une bûche. Merci à vous et à bientôt pour de prochaines aventures. Et oui, de prochaines aventures, de belles aventures encore. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires si vous avez des suggestions de sujets, d'intervenants, ou si vous avez des histoires à raconter, sentez-vous libre de le faire. À bientôt, et qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin ? Topinambour. 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 Salut. Moi je dirais espoir quand même.